Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Piranha Pas de casque, deuxième édition spécial rugby. Aujourd'hui, vraiment content. La semaine dernière, c'était un spécial golf. Il y a eu plus de 90 personnes qui ont regardé les vidéos. C'était vraiment cool. Et aujourd'hui, en plus, on a trois invités qu'on a triés sur le volet. On a avec nous Jérémy Brouillard, ça va bien? Ça va super bien, Stick en pleine forme. Yes, sir. On a aussi Nicolas Mercier. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Puis Axel, pour vrai, je veux pas scraper ton nom de famille, là, je vais te laisser le dire. Axel Guiringhelli. Guérini, parfait. Ah, pas de problème, tout le monde a eu du mal. La première fois qu'on voit son nom sur une liste de joueurs, t'es comme Hein? Ah ouais, ça va être Axel. Son tête juste à Axel. Est-ce qu'Axel est là, présent? Là, je vais commencer par vous présenter les gars pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Jérémy, toi, tu as fait un bac en GPA à l'ETS, tu as fait une maîtrise en robotique, tu es chargé de cours en plus dans ton domaine. Au rugby, Ouais. Piranha, tu as joué deuxième et troisième ligne, tu as été le président de l'équipe, le cofondateur du club. Est-ce que tu n'avais pas gagné aussi des prix Ouais, là, académiques? je vais faire ça comme ça. C'est pas parce que je suis cool, c'est pour enlever la poussière. C'est pour enlever la poussière parce que ça fait longtemps que je suis là. Mais ouais, c'est quoi tu avais gagné comme prix académique aussi, juste pour. J'ai gagné plein de petites choses. À la fin de mon bac, j'ai gagné un prix du CRSNG, donc le Conseil national de recherche en sciences et génie, pour continuer à la maîtrise. Donc, c'est une super belle bourse, le prix Alexander Graham Bell qui appelle. J'ai gagné une bourse aussi pour diplômer, pour pouvoir continuer à la maîtrise, le fond de bourse de diplômé de l'ETS. Donc, en fait, ça m'a permis d'avoir un salaire pour faire ma maîtrise et continuer à jouer un an de plus, en fait, avec l'équipe. Certains autres prix aussi en lien avec. J'ai gagné. Quelque chose, voyons, c'est quoi le prix de la RSEQ que j'ai gagné en lien avec toute l'organisation que j'ai faite, là? Je me souviens plus c'est quoi le nom qu'il y avait, mais un prix de la RSEQ, certains prix de l'ETS, bien entendu, en sport. Donc, il y a plein de petites choses au courant de la carrière qui ont été cool, là. Des belles petites reconnaissances par rapport au travail qui a été fait par moi et beaucoup d'autres personnes ensemble. Ouais, quand même. Mais comme tu disais tantôt, tu ne fais jamais les choses à moitié, là. Non, Donc, j'ai tendance à en faire plus que le client demande. excellent, parfait. Fait qu'on passe avec Nicolas Mercier. Toi, tu as fait un bac en génie des opérations et de la logistique. C'est quelle position que tu joues au rugby? Je joue pilier. Pilier, il y a gauche ou droite. J'ai commencé à droite, mais là, je suis rendu à gauche, là. Première ligne. OK, parfait. Puis ça, ben ça, on s'en avait parlé avant, mais tu as joué au rugby, mais dans plusieurs équipes. As-tu toujours été à la même position? Oui, juste d'abord, juste dire que je regarde comme en haut, mais en fait, ma télé est en haut, puis ma caméra est en bas, donc je vais essayer de vous regarder quand je parle, mais c'est un peu mélangeant. Il n'y a pas de problème. De toute Oui, façon, je oui. pense que les gens, ils regardent juste ton cadre en arrière de toi. Ouais, pas fait, T'as un beau The profil en Timeless. plus. Et il a l'air de nous Oui. fixer en plus. The Timeless Art of Seduction. Moi, je trouvais que c'était beau, en tout cas. Ça te va bien. T'es-tu célibataire, Nick? Ah oui, je suis célibataire. On comprend pourquoi. Chacun ses goûts, hein. Fait que ouais, juste ramener la discussion, Nick, tu étais toujours joué dans la même position, dans le fond, dans toutes les équipes que tu as joué à date? Ou... Oui, j'ai commencé à jouer pilier, puis je suis encore pilier. J'ai fait quelques apparitions comme flanker, mais je dirais que c'est des accidents de parcours. Sinon, j'ai déjà joué aussi comme talon. Mais évidemment, en tout cas, c'était tout le temps à brûle pour point pendant le match quand les talons ils se blessaient. Puis là, c'était comme bon, ben, Nick, vas-y, talon. Mais moi, je suis pilier de formation. OK, excellent. Parfait. Puis sinon, Axel, tu as fait un bac en génie mécanique. Tu as aussi été président, dans le fond, de l'équipe de rugby quand Jérémy l'a quitté. Puis tu me disais que tu étais pilier droit aussi dans l'équipe. Tu avais commencé à jouer au rugby quand tu étais au Cambodge. Ouais, Peux-tu me dire, mon père est militaire, donc en fait, OK. tous les 2 ans, on déménageait. Et un des pays qu'on a fait, c'était le Cambodge. J'avais à peu près 10 ans, 10-12 ans. Et 10 ans, je dirais. Et c'est là que j'ai découvert le rugby avec un professeur d'éducation physique du lycée qui avait commencé cette équipe. Avant, j'étais de l'autre côté de la barrière, je faisais du soccer. OK. Voilà. J'ai un peu honte, mais bon. Mais depuis, j'ai trouvé le droit chemin.
Qu'est-ce que tu as fait traverser de soccer à rugby? Dans le fond, c'est vraiment ton prof dédié? Je sais pas. Il y a eu, je sais que la première année où je suis arrivé là-bas, ils montaient l'équipe. Donc, c'était plus une envie d'essayer autre chose. Et en fait, je faisais les deux sports. Je faisais soccer et rugby. Et je pense que je suis tombé amoureux du rugby. Et l'année suivante, j'ai arrêté le soccer et j'ai continué le rugby. Et depuis, j'en fais tous les ans. D'ailleurs, moi, avec ça, j'ai déjà aussi joué au soccer quand j'étais jeune. Ah, les Québécois, ça joue Pas beaucoup au mal. soccer aussi, hein. C'est quoi que tu avais fait traverser du soccer au rugby? Il n'y a rien nécessairement qui m'a fait traverser le soccer rugby. Tu sais, au Québec, le rugby est vraiment pas populaire. Fait que, Mhm. quand j'étais jeune, l'été, j'ai joué au soccer, mais il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de match de rugby pour les jeunes, du moins quand moi j'étais jeune. Là, c'est de plus en plus populaire, mais en fait, non, moi j'ai connu le rugby au Cégep quand ils ont décidé de partir une équipe de rugby. Là, je me suis dit, ah ben pourquoi pas. OK. T'avais pas, c'était pas un peu spécial la façon dont tu avais commencé à jouer au rugby, tu me disais? Oui, en fait, ouais, la façon en fait, que j'ai découvert le rugby, oui, c'était un peu particulier. Essayer de faire une histoire courte. Là. Dans le temps, je jouais justement au soccer dans une petite ligue amateur. J'étais au Cégep. Une ligue amateur, là, pas une très bonne division. Là. Et puis, on était en play-off. Mais tu sais, bon, quand c'est des play-offs, c'est là que ça devient sérieux. Mais malheureusement, je travaillais ce soir-là. Je travaillais comme commis d'épicerie. Et puis, j'ai décidé en fait de quitter plus tôt. J'ai comme faké que j'étais malade. J'ai décidé de quitter plus tôt ma job pour me rendre au match. Puis là, durant le match, whatever, je fais une mauvaise chute, je tombe contre le poteau de but et je me fais une luxation de l'acromio claviculaire à droite. Mais bon, du coup, je ne le savais pas, j'avais juste vraiment mal à l'épaule. Donc là, après ça, j'ai terminé. Je suis sorti du match, j'ai décidé de partir chez moi. Puis c'est quand je suis rentré dans ma voiture, la voiture, c'est une voiture manuelle. Donc quand j'ai essayé de rentrer les vitesses, je me suis rendu compte qu'avec mon épaule droite, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, j'allais à l'hôpital et tout ça. Donc, j'étais en arrêt de travail pendant. Tout ça pour dire que j'étais en arrêt de travail pendant un bon 2 mois. Donc, j'avais pas grand-chose à faire de mes journées et de mes fins de semaine, surtout parce que je travaillais les fins de semaine depuis 3 ans, quasiment toutes les fins de semaine cet été. Là. Et puis, donc, j'avais juste ce que j'avais à faire, c'était d'écouter la TV à 3 heures du matin. Puis, je suis tombé sur un match de rugby. C'était le match final de la Coupe du Monde France contre Nouvelle-Zélande en 2011. C'était mon premier match de rugby, en fait, que je voyais live. Tu sais, je suis zappé, puis ça commençait. Là. Donc, je me suis dit, hey, pourquoi pas, je vais le regarder. Puis, je me souviens que c'était un match vraiment ennuyant, là, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas le rugby. C'était un match, les Français vont s'en souvenir. C'était un match très défensif et ça a fini comme 8-7. Là. Il n'y avait vraiment pas d'action, mais bon, probablement qu'aujourd'hui, je serais capable d'apprécier un petit peu plus ce spectacle. Mais disons qu'à l'époque, j'avais trouvé ça un peu dull, mais j'avais quand même pas eu une piqûre, puis j'avais trouvé Ça ça t'a cool. interpellé, là. Ouais, c'est ça exactement. Puis pas longtemps après, justement par hasard, il essayait de partir une équipe de rugby au Cégep, donc je me suis inscrit, puis voilà. OK. C'est bon. Juste avant aussi, moi, je tiens à dire que je connais absolument rien du rugby. Là. Les seuls trucs que je connais, c'est genre les All Blacks, puis un joueur de France là, qui s'appelle Sébastien Chabal. J'avais checké des vidéos. Les deux stéréotypes, là, c'est correct, c'est normal. Ah ouais, sans doute. Peut-être d'autres écrit rugby sur YouTube, là, puis tu tombes là-dessus, c'est qu'est-ce que tu vois en premier. Là. C'est assez, en tout cas, c'est assez intense comme joueur. Là. Mais je reviendrai tantôt, j'avais des questions par rapport à ça. Mais ça, Jérémy, je voulais savoir, là, on commence, on vous a présenté, mais là, tu me disais au départ, il y avait une équipe de rugby à l'ETS, finalement, ça n'avait pas fonctionné. Puis toi, à un moment donné, tu t'es dit, OK, il faudrait que ça revienne parce qu'il y avait une couple de gars qui voulaient jouer. C'est pas tellement de la situation qui est passée. De mon Ok, côté, ben, OK? Il y a eu une équipe à un moment donné, puis bon, il n'y avait plus d'équipe. Ça, c'est avant même que moi, je rentre à l'ETS. Dans le fond, je pense que ça a fait en 2007, la première équipe, puis moi, je suis rentré en 2010 à l'automne. Donc, c'est déjà quand même quelques années. 2010 passe au complet, il ne se passe rien. 2011, il y a quelqu'un qui m'arrête, il dit on t'a laissé partir en équipe de rugby, ça te tente-tu de venir? J'étais quand même en bonne forme dans ce temps-là. Moi, j'ai fait du volley pendant toute ma vie avant ce moment-là. mais tu n'avais jamais joué au rugby avant. Jamais. Okay. Jamais d'aucune façon. Puis ça paraissait au début. on va être honnête. Mais là, il y a un gars qui me dit ça tente-tu de venir jouer? On essaie de partir en équipe de rugby, ça tente-tu? OK, on va venir voir ça.
Puis là, j'étais pas mal celui qui était comme le plus en forme dans l'équipe. Fait qu'ils m'ont dit, ça te tente-tu comme de partir, mettons, des programmes d'entraînement, des choses comme ça. Fait que je suis devenu assez rapidement ce qui était supposé être le VP sportif. Mais ma job, c'est supposé être juste faire des programmes d'entraînement d'attitude. L'été passe, on revient à l'automne, il y a comme plus personne de ceux qui organisaient qui est là, qui s'implique d'aucune façon, il se passe plus rien. Fait qu'il reste moi, le VP sportif, qui devient le président de comme par défaut parce que c'est ce qui reste. Okay. Là, on a décidé de commencer à faire des petits matchs hors concours, des petits affaires. Notre but, c'était au début, c'était en 2 ans de se rendre dans la ligue universitaire. Ça en est pris 3, si je ne m'abuse. Mais au début, c'était vraiment du peu n'importe quoi. Là, on parle de 10 gars dans un trou de boîte au Parc Laurier, qui était un des parcs les plus détruits qui existait à Montréal comme terrain de soccer rugby. Et c'est ça. C'est 10 gars dans un trou de boîte rendu à l'automne quand la boue est gelée, puis on essaie de comprendre ce qu'on faisait au rugby, tandis qu'aujourd'hui, si tu regardes ça, ça a plus l'air d'être de la patate de jouer d'une gang de gars qui joue à patate chaude qu'une gang de gars qui joue au rugby, là, en fait, considérant le peu qu'on en connaissait à ce moment-là. Mais tranquillement, vite, on s'est débrouillé jusqu'à ce qu'un jour, ils acceptent de nous faire rentrer dans la ligue. Mais c'est quoi qui t'a motivé au départ? Mettons, si tu n'avais jamais joué au rugby, puis tu arrives là, vous êtes une dizaine de gars, il n'y a pas d'équipe. Puis, Je me le demande encore. OK. Non, la réponse est un petit peu à la force des choses. J'ai aimé le sport assez rapidement. Je trouve ça vraiment intéressant comme sport. Mais un peu pourquoi l'organisation, c'est juste qu'il y avait du monde qui avait fait une partie de l'organisation, ça s'en venait bien. Il y en a qui ont quitté pour certaines raisons, finissaient leurs études, juste passaient à autre chose. Puis là, ben, le projet était là, donc j'ai juste pris, je l'ai comme poursuivi au-delà de des premières étapes-là. Là, tout ce qui est, mettons, accréditation envers l'école, etc., c'est pas moi qui s'en est occupé. C'est après qu'on a eu le hockey à ce niveau-là que j'ai pris la relève, si on veut. OK. Vous êtes plusieurs dans le projet, dans le fond, à essayer de venir à terme. Puis là, votre objectif, c'était vraiment, OK, on se rend au RSEQ pour essayer d'aller jouer dans la Ligue des Grands un peu. Là. Ça a toujours été l'objectif à partir du jour 1 de cette rentrée dans la Ligue universitaire. Puis, on a seulement manqué un peu notre objectif d'un 1 an avant de s'y rendre. Mais ça a valu la peine. Selon moi, ce retard-là était une bonne chose. On est arrivé avec un meilleur calibre, une meilleure organisation une année après. Puis chose je pense pas qu'on aurait survécu à une saison de universitaire une année plus tôt que ce qu'on a fait, en fait. Le niveau de jeu est plus haut, il y a plus besoin de plus d'organisation, plus de membres, plein de choses. Là. Comment ça s'est passé votre... Ah, ben excuse-moi, vas-y, Axel. Je dis déjà, la première année RSEQ, elle n'était pas simple non plus, ne serait-ce qu'au niveau des locations de terrain, etc. On avait encore à l'époque le terrain le long de Sainte-Catherine-Est, qui est devenu maintenant le terrain d'entraînement de l'Impact, si je ne dis pas de bêtises. On devait aller là le mardi, et puis le jeudi, on allait sur le parc... On est à Jeanne-Mance, si je m'abuse. Ouais, c'est Jeanne-Mance ou un truc du genre, le long de l'avenue Parc. Et c'était du synthétique, et des fois, il était fermé, il fallait qu'on passe au-dessus du grillage. C'était du gros n'importe quoi. Là. Mais imagine, une année avant, c'était encore plus du n'importe quoi. Ouais, je me doute. Mais tu sais, c'est toujours un peu un obstacle à l'ETS au sport collectif de ce genre-là, c'est le fait qu'il n'y a pas d'accès au terrain. Comme la plupart des autres universités, tout ce qu'il y a à faire, il y a une équipe universitaire qui se crée. Ils vont avoir une time slot, un laps de temps qui va être prévu sur le terrain qui appartient à l'école. Ça s'arrête là. Les gens n'ont pas besoin de se retrouver à des dizaines de kilomètres de l'école. Ils n'ont pas besoin Ils sont dans les heures d'installation. D'autres, on se là sur le bord du terrain. Puis c'est ça notre organisation. Là. C'était qui amène les ballons dans l'équipe, qui amène les chandails, qui amène quoi. Puis il manquait toujours quelque chose au bout de la ligne parce qu'il y avait quelqu'un qui avait oublié d'en amener une partie. C'est ça. C'était bien. Ça doit être là, au fil du temps, dans le fond, vous êtes rendu au Collège Notre-Dame, là, si je ne me trompe pas. Non, ça a été un gros avancement, honnêtement, pour l'organisation générale de l'équipe, là, d'avoir un domicile fixe, si on veut, même si c'est pas nécessairement près de l'école, que ce soit toujours la même place, avec des estrades, etc. Là. Ça fait là, vous parliez, dans le fond, de votre cheminement un peu. Ça s'est passé comment votre premier match quand vous êtes arrivé dans la RSEQ? Avant d'aller au premier match de la RSEQ, on pourrait peut-être parler du premier match qu'on a joué hors concours contre l'UDM, qui était un match incroyable. Je pense que c'est l'année avant qu'Axel arrive. OK, vous n'étiez pas les trois dans l'équipe. Dans le fond, il y avait juste... Non, là, on parle de moi. L'année suivante, Axel arrive. Ensuite, 1 an ou 2 après, tu arrives. 2 ans après. 2 ans après, Nick arrive. Moi, la première année de l'ETS en RSEQ, moi, j'étais avec les Carabins, en fait. Le premier match de l'ETS, je l'ai joué contre eux. J'étais avec les Carabins. C'était contre les Carabins à l'Université de Montréal, au terrain Vincent Daly.
Mon seul et unique carton jaune à vie, on pourra s'en reparler plus tard. Mais ça pour dire qu'on arrive à Vincent d'Indy, on joue contre l'équipe 2. Moi, c'est moi qui ai organisé la plupart des choses. Il y avait Rémi Beauquin qui me donnait un bon coup de main à ce moment-là. On a besoin d'être 15 pour jouer. Je savais qu'il y avait 14 personnes qui venaient au match. Il nous manquait déjà de base quelqu'un. Au bout de la ligne, on se retrouve à être 17 parce que Rémi a trouvé quelqu'un dans un labo d'informatique genre la journée même. Puis il l'a ramené, il dit « Hey, toi, t'as l'air d'un gars qui est costaud, tu joues au rugby. » Puis le gars, c'est un Français qui joue au rugby depuis tout le temps. Mais il venait d'arriver, ça fait une semaine et demie qu'il est arrivé au Québec. Fait qu'on l'a ramené, il a pris les souliers à crampons du coach pour pouvoir jouer. Parce que c'est tout ce qu'il y avait. Puis, tout ça pour dire que pendant l'échauffement, on faisait des échauffements de touche. Puis Rémi, qui n'était pas reconnu pour sa condition physique impeccable, dans ce temps-là, fumait en plus comme une cheminée. On était en train de faire des exercices de course de touche. Donc, en gros, tout ce qu'il fait, c'est me soulever. Et moi, il arrête, il s'en va à son sac en marchant, il s'en chute des pompes d'asthme, puis il se donnait des pompes d'asthme pendant le réchauffement, juste en réchauffement de touche. On avait 17 joueurs, puis un game complète à jouer. Ouch! Ouais. Le match commence. Après 3 minutes, on a un centre qui a la moitié de l'arcade sourcilière ouvert, qui ne peut plus jouer. Donc là, on est rendu à 16. On a fini le match à 14. Un moment, l'arbitre, il y a un de nos joueurs qui a fait quelque chose de pas tellement légal, puis il a dit si c'est pas que vous étiez déjà 14, je te donnerai un carton rouge, puis je t'expulserais, mais il a donné une chance parce qu'on était déjà pas beaucoup. Il y a quand même ce qu'on appelle la grandeur des petits débuts. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a attendu 2 ans de plus avant de rentrer dans la Ligue universitaire. C'est parce qu'il y avait encore des choses à peaufiner, disons. Mais crime, c'est bon, ça vous a quand même motivé à continuer. Il y en a bien qui auraient peut-être abandonné en disant regarde, on n'est pas fait pour ça ou on n'est pas assez de calibre et on laisse faire. On avait failli gagner le match quand même, donc c'était déjà bien. Ah ouais, pour vrai, c'était serré le match. Ok, je m'attendais à ce que ça finisse genre des. Mais bon, on s'entend qu'on ne joue pas contre l'équipe numéro 1 de l'UDM à ce moment-là. Là. C'était une équipe 2 quand même. Là. Okay. Donc, tu n'es même pas capable de gagner contre l'équipe 2, ça commence mal. Mais c'était quand même encourageant pour les résultats qu'on s'attendait à ce moment-là. Quand même. Puis, Nick, comment ça tu disais que tu jouais pour les Carabins avant? En fait, quand j'ai décidé de retourner à l'école, après avoir travaillé 2 ans avec ma technique, j'ai décidé d'aller à l'UDM pour faire mes cours de sciences nature en accéléré pour entrer en physiothérapie. Mais bon, finalement, je n'ai pas été accepté, super contingenté. Fait que j'ai fait 1 an à l'UDM avant de jouer avec les Piranhas. Okay. Et cette année-là, dans le fond, ça a donné que c'était la première année de l'ETS en RSEQ. Puis premier match, première année, je me souviens, avec Fred, Nathan, Axel. Bizarre un peu de jouer pour une équipe, puis l'année d'après se retrouver dans l'équipe adverse contre qui tu jouais. Oui, c'est sûr. En fait, c'est 2 ans. C'est pas l'année d'après, c'est 2 ans parce qu'il y a un règlement dans la RSEQ, quand tu changes d'université, tu dois t'asseoir 1 an avant de pouvoir rejouer pour l'équipe d'université pour laquelle tu as changé. Donc, il fallait que j'attende 1 an. Mais oui, c'est certain que... en fait, non, je te dirais que c'était plus particulier, mettons, d'être avec l'ETS et d'aller jouer à Vincent d'Indy, mettons. Mm-hmm. Là, c'était comme plus spécial que de jouer... parce qu'à l'époque, je ne savais pas nécessairement que j'allais aller à l'ETS. Donc, tout ça, c'était... Ouais. Il n'y avait pas vraiment il n'y avait rien vraiment là-dessus, là, mais ouais, c'était particulier de jouer contre DM après, là, ouais, c'est ça. Quand même. Ouais, ça, tantôt, avant le podcast, nous, j'ai regardé des vidéos, c'était genre les biggest hits là, au rugby. Puis j'ai 2 questions par rapport à ça. Pour vrai, c'est juste insane. Là. C'est genre des gars qui s'en vont à la guerre. Là. Mais comment tu fais pour te motiver avant un match? Je veux dire, OK, là, je m'en vais me faire rentrer dedans pendant, mettons, 1 heure et quelques pour mettre un ballon dans une zone de but. Mais c'est quoi votre minding de motivation? Tu n'as pas compris le concept. Le but, c'est que tu t'en vas pas de te faire rentrer dedans. Tu t'en vas rentrer dans les autres. C'est comme ça que tu te motives. Tu ne peux pas te dire je m'en vais me faire cogner pendant 1 heure et demie. Il n'y a personne qui va sortir du vestiaire si tu te dis oh, je m'en vais manger des shots pendant 1 heure et demie, ça va être le fun. Techniquement, dans les livres, c'est écrit que le rugby est un sport d'évitement. On est censé éviter les autres joueurs. Moi, c'est ce qu'on m'a appris quand j'ai fait ma formation de coach. C'est censé être un sport d'évitement. Maintenant, le rugby a beaucoup évolué et depuis peut-être 10-15 ans, surtout avec l'apparition d'un joueur, on parlait de joueurs connus, un des plus grands, c'est John Alomu.
C'était le premier grand joueur du rugby de l'ère moderne, c'est-à-dire que c'était un joueur très rapide, très musclé, très lourd, et quand on essayait de le plaquer, bah, tu avais plus mal que lui, quoi. Il n'y avait pas seulement l'évitement comme option de course, disons. Voilà, donc en fait, depuis 10 ans, le rugby il évolue de plus en plus pour avoir de plus en plus de plaquages et de gros hits qui sont un peu plus spectaculaires que de tourner autour des joueurs. Et ouais, mais excuse-moi, Axel, termine. Non, je dis, mais comment rentrer dans un match quand tu sais que ça va être comme ça? Bah, faut prendre l'ascendant psychologique sur l'autre et dire que c'est toi qui va lui faire mal et pas toi qui va te faire mal. Voilà, il faut essayer d'être plus fort que l'autre. Ça marche pas tout le temps. Hein. Mais je pense qu'on se nourrit un petit peu de ce petit stress-là en tant que joueur. Ouais. J'avoue que moi, c'est une chose que depuis que j'ai arrêté de jouer, me manque un peu, là, cette petite... mais c'est un doute, mais en même temps, c'est le doute qui te fait avancer. La petite sensation quand tu chausses tes souliers dans le vestiaire avant d'y aller, il y a comme un petit picotement, si on veut, dans l'estomac. Mais c'est cette petite peur-là qui te permet d'avancer qui est incroyable aussi. Là. Mais avez-vous des rituels, admettons, avant match, comme en tant qu'équipe, justement, dans le vestiaire, est-ce que soit, je ne sais pas, vous chantez des chansons, vous avez des trucs que vous dites? Parce que moi, j'imagine, si jamais je joue au rugby, j'ai jamais fait de sport de contact. Mais tu sais, avant un match, là, comme tu dis, tu te motives à aller rentrer dans d'autres personnes, mais tu dis quand même que ça peut être dangereux. Tu sais, c'est comment tu te prépares psychologiquement ou mentalement? Peut-être juste faire une petite précision, Kev, sur les vidéos que tu as regardées de Big Hit. Là. Souvent là-dedans, il y a aussi des vidéos, puis Axel, tu peux peut-être me corriger, là, mais il y a beaucoup de hits de Rugby League, je crois, qui est avec des règles vraiment différentes sur les plaquages. Là. C'est pas les mêmes règles comme nous, on joue. Là. Rugby League, des plaquages comme open ice, comme on parle au hockey, là, que tu peux juste frapper avec l'épaule sans nécessairement accompagner le gars au sol. C'est permis Rugby League. Nous, dans notre ligue, on ne s'est pas permis. Donc, tu dois vraiment plaquer avec ton épaule et agripper et tomber au sol avec le joueur. C'est vrai qu'il faut faire la distinction parce qu'en fait, au rugby, tu as plusieurs styles de rugby. Tu as le rugby qui est maintenant aux Jeux Olympiques, qui est le rugby à 7, qui joue sur un terrain de taille normale comme nous, mais tu joues à 7. Donc, moi, ça, c'est à peu près les mêmes règles au niveau du plaquage que le rugby à 15. Le rugby à 15, c'est tu accompagnes le joueur et toutes les règles sont faites autour de la sécurité du joueur. Après, tu as du rugby comme le rugby à 13 où il y a un peu moins de règles pour le moment. Voilà, disons que tu te commets toi-même beaucoup moins au plaquage dans le plaquage de rugby à 13. Tu te mets beaucoup moins en danger de par la position que tu es obligé, que tu as le droit de prendre comme quelqu'un un peu une position de cocon. Mais c'est beaucoup plus dangereux pour l'autre joueur parce qu'au rugby à 15, que tu dois frapper avec ton épaule, tu dois entourer, tu te mets beaucoup plus en... Je ne veux pas dire en danger parce que c'est pas vrai, mais tu te compromets toi-même beaucoup plus dans le plaquage. Donc, tu dois beaucoup plus réfléchir à comment tu fais ton plaquage, dans quelle position tu te fais. Parce que si je me mets en petite boule et que je te rentre dedans, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup à comment mon corps est positionné pour ne pas me faire mal. Versus si je suis obligé d'y aller bras en avant, épaules, disons, ouvertes, si on veut, pour entourer, ben, le moindre faux mouvement, si je pogne ton genou, si je te pogne mal la hanche, je te prends, c'est moi qui va prendre le contact. Donc, il faut que je vienne vraiment viser au niveau des cuisses ou de l'abdomen pour être capable de me protéger en même temps que je te plaque. Donc, en me protégeant, nécessairement, mais je ne vais pas avec la même force, si on veut, au plaquage que quelqu'un qui irait simplement en petite boule, si on veut. Un bon petit truc pour faire la différence, quand tu regardes les vidéos, là, souvent le rugby à 13, ils ont des V dans le cou sur leur chandail. C'est pas toujours le cas, mais leurs habits sont souvent avec un genre de V de plus par-dessus leur couleur standard, si on veut. Comme tantôt, je parlais des All Blacks. Eux, c'est dans quelle catégorie? Rugby à 15, le même qu'on joue. Rugby à 15, OK. Le rugby le plus médiatisé, le plus connu mondialement, c'est le rugby à 15. Maintenant, d'un point de vue compétition mondiale, etc., je pense que le rugby à 7 fait une grosse avancée. C'est plus facile à jouer. Plus facile à jouer en termes de nombre de personnes, etc. Mais, plus facile à médiatiser aussi. Exactement. Puis faire un formule tournoi rugby à 7, c'est beaucoup plus facile que, mettons, rugby à 15. Tu peux jouer 2 games de rugby à 7 dans une journée, 3 games de rugby à 7 dans une journée. Tu ne joues pas 2-3 games de rugby à 15 dans une journée. Ça ne marche pas. Le rugby à 7, sont des cartons de 7 minutes, je crois, ou 11 minutes, je ne sais plus.
Puis en libérant beaucoup d'espace sur le terrain, tu rends quelque chose, tu donnes un produit qui est beaucoup plus facile à digérer par le non-habitué au rugby, si on veut, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace sur le terrain, donc il y a beaucoup plus d'essais qui se font. Il y a beaucoup moins de travail de possession de terrain, de positionnement. Tu es à 7 pour couvrir la ligne complète, c'est pas difficile si tu as quelqu'un qui est le moindrement rapide par rapport aux autres pour qu'il se crée un espace puis qu'il y ait l'essai. Versus en rugby à 15, ça peut prendre des dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes avant qu'il y ait réellement une action qui, pour quelqu'un qui ne connaît pas le rugby, est intéressante. Si on veut. Pour quelqu'un qui connaît le rugby, il s'est passé plein de choses. Mais pour quelqu'un qui regarde ça d'un œil extérieur, ça peut être vraiment plus complexe, si on veut. OK, je comprends. Puis en revenant, mettons, sur vos vidéos que je regardais de les Biggest Hits, comme ça fait des années que vous jouez au rugby, puis vous regardez des vidéos, puis il y a des trucs qui arrivaient, on dirait que c'était comme digne de la UFC ou presque, là. Mais tu s'entends qu'avec un sport de contact comme ça, vient des blessures aussi sur et certain. Fait que vous, depuis les années que vous jouez, avez-vous plusieurs blessures ou ça s'est bien passé? Je vais juste te rajouter une petite dernière chose. Il faut qu'oublier aussi dans les vidéos que tu regardes, il y a beaucoup de choses qui sont illégales aussi. Que le gars, il a pas fini, le gars n'a pas fini le match. Le gars qui a fait cette action-là était sorti pour le match, puis c'est terminé après. Donc, il faut penser aussi que quand ils font des greatest hits ou whatever comme ça, ils ont une quantité phénoménale de matchs de rugby, mettons, de niveau moyen professionnel jusqu'à professionnel pendant des années et des années pour te sortir comme les 50 plus gros coups cochons qui se sont passés à travers ça. Est-ce qu'il y a des coups cochons comme ça qui se passent tout le temps? La réponse, c'est non, puis une chance. Je pense pas que si on se prenait dans la gueule des claqués comme ça à tous les matchs, qu'il y a quelques grand monde qui serait comme en santé après quelques saisons de rugby. C'est pas la réalité. Je pense que pour un œil extérieur, le rugby est beaucoup plus violent que ce qui se passe réellement à l'intérieur. Est-ce que tu es en santé, toi, Jérémy, alors? Honnêtement, après 3 ans d'arrêt, j'avais vraiment, vraiment mieux. Sans blague, là, c'est exceptionnel. Ça a pris 3 ans. Hein? L'épaule, elle bouge. Ouh, le cou, il tourne. Oh my God, j'ai hâte que mon cou tourne bien. C'est ça. Moi, j'ai eu la chance. Moi, j'ai pas eu de blessure. On m'a cassé le nez quand j'étais à l'entraînement. J'étais au Gabon à cette époque-là. J'ai pris un coup de poing dans le nez. Depuis, c'est que des petites blessures par-ci par-là, comme des entorses, des coups dans la cuisse, là, le genou qui s'est un peu tordu, mais j'ai jamais eu de fracture, de ligaments qui claquent ou quoi que ce soit. J'ai été chanceux, mais je sais que les deux du bas, là, enfin les deux autres, ils ont eu plus de blessures que moi. C'est sûr que au rugby, surtout à notre position, Axel, tu peux en parler. Il y a une différence entre, on dit hurt puis injured. Fait que t'es blessé ou t'as mal. Fait que c'est sûr comme première ligne, on tout le temps on est rarement à 100%. Là. Je pense qu'Axel, il peut témoigner. Sinon, les grosses blessures, des entorses à la cheville, à multiples occasions. À l'épaule, tu vois, je m'étais blessé à l'épaule avant de commencer le rugby. Puis non, mais attends, tu t'es pas blessé il y a 2 mois, là? Ouais. Ah, hey, c'est vrai. Oui. Non, mais le fait, il nous parle de ses entorses, il s'est fait opérer. C'est vrai. C'est vrai, je me suis fait opérer, je me suis déchiré le tendon du biceps. Ben oui, ça s'oublie comme ça en 2 mois. Ça. Oui. Ouais, mais c'est arrivé un peu bizarre, là, vraiment. C'était arrivé pendant une pratique, nos pratiques intérieures au dôme, pas au dôme, au centre d'entraînement Brossard cet hiver, Complexe Bell. C'est arrivé un peu bizarre, là. J'ai comme étiré le bras, j'ai eu un coup, puis ça a vraiment snappé comme ça. Puis c'est peut-être un peu pour ça que je ne l'ai comme pas mentionné, parce qu'en fait, c'est arrivé off-season, puis avec tout ce qui se passe présentement, avec la saison annulée, écourtée du moins, probablement annulée, je ne manquerai pas de match, fait que c'est un peu... c'est correct, là, mais c'est pour ça que j'avais comme un peu oublié, honnêtement. Je me suis déchiré le tendon du biceps, une pratique, un mouvement un peu bizarre. Mais... Je veux juste dire une affaire, là, si jamais la saison universitaire à l'automne a lieu, là, ça va peut-être être la fois que les équipes universitaires vont commencer le plus en santé ever. Il n'y aura pas eu de saison civile avant.
C'est la plus compétitive. Donc, en santé veut dire pas blessé, là, juste, mais tu sais, combien il y a de monde qui finissent leur saison civile, qui sont un peu juste sur une jambe, puis qui commencent la saison universitaire juste un peu en clopinant. Bah là, le nombre d'années que Nick et moi, on a fait notre finale de saison civile. Le lendemain, on avait le premier match de RSAQ. Donc, 2 matchs en un week-end, dans la majorité des pays au monde, c'est interdit. Nous, on fait ça. Je peux dire, on arrive fatigué. Ah, bah en France, tu dois avoir un délai de 3 jours entre chaque match, ou quelque chose comme ça, 3 ou 4 jours. Ah ouais. Mais c'est pas un maximum de minutes? Comme, mettons, dans la même fin de semaine. Mettons, tu joues à 40 minutes d'un match, 40 minutes d'autre match. Oui, techniquement, oui, c'est ça. Mais on s'entend que nous, on faisait les 2 matchs. Ouais, c'est ça. Je pense que même s'il y avait cette règle-là, Nick, je suis pas mal convaincu que tu détruisais cette règle-là quand même. Là. Essaye pas d'aller gratouiller l'histoire des minutes. Là. C'est ça. Mais dans le fond, quand la saison universitaire elle termine, vous jouez au civil. Fait que dans le fond, c'est une équipe avec pas nécessairement du monde de l'université, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui jouent au rugby, bien entendu. Là, que vous formez une équipe ensemble, puis il y a une ligue amicale, mettons, un peu comme le hockey. Très, très amicale, oui. Très, très, très amicale, les ligues civiles. Beaucoup de friendship dans les ligues civiles. Ah, ben ça, je te dirais, Jay, ça dépend vraiment de la division sur laquelle que tu joues. Là. Oui, c'est vrai que les divisions plus basses au Québec, c'est comme réputé pour être plus... Parce que tu as juste joué en Super League, on s'entend depuis le début, là? Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, même en division 1, puis je pense division 2, plus quand tu arrives en division développement 3, j'ai joué juste en division 1, Nick, puis c'était un bordel total. Ouais, mais ça a bien changé depuis ton époque. Je le souhaite parce que c'était un bordel total, sans blague. Mais dans quel sens? Il y avait des bagarres entre les joueurs? Ou? Ouais. je pas... Oui, vas-y, Axel. Honnêtement, moi, ça fait 4 ans que je joue avec donc les Montréal Irish, donc c'est l'équipe aussi de Nick. Cette équipe-là, elle joue dans la plus haute division, en tout cas pour l'équipe 1, et donc l'équipe 2 aussi, parce qu'ils sont dans ils sont dans les mêmes niveaux. Mais je crois qu'en 4 ans, j'ai pas vu une seule vraie bagarre avec les Montréal Irish. Quelques échauffourées, voilà, ça se prend par le col ou des trucs d'un genre. Après, c'est sûr qu'on en voit beaucoup plus dans la division, donc ce qu'on appelle la division 1, c'est la provinciale 1 qui est en dessous. Ça arrive quand même assez plus souvent parce que c'est pas vraiment une excuse, mais il y a pas mal de clubs français et les Français, on est un peu le sang chaud et surtout que les Français qui arrivent de l'Europe, ils connaissent le rugby français qui est quand même bien différent de ce qui se passe ici. Donc quand ils ont des arbitres ici, par exemple, qui sont pas ils sont moins expérimentés qu'en France et qu'il y a des décisions qui leur plaisent pas ou alors qu'ils laissent passer quelque chose qui leur plaît pas, généralement petit coup de poing pendant que l'arbitre regarde pas un joueur et puis ça part vite, ça part très vite. Puis ça s'accumule. Le problème, c'est que ça s'accumule parce que là, tu sais, c'est comme. C'est ça fait juste empiler un par-dessus les autres. Puis. Non, il y aura une grosse différence. Pour mon expérience, il y aura une grosse différence entre tout ce qui se passe en Super League et ce qui se passe en dessous. Puis aussi, c'est con, mais le niveau, plus tu descends de niveau de jeu, plus les gens pensent à autre chose que jouer. Si je peux dire, là, on dirait moins les gens sont bons, moins les gens pensent à la compétition, plus à l'amicale, à s'amuser, etc. Et donc, ça part vite. Oui, c'est ça, je te dirais, ouais, en Super League, puis même, moi, je trouvais que les matchs que j'avais vus de Provincial 1, c'était quand même du bon niveau, puis c'est assez, on est là pour jouer, on est là pour gagner, puis c'est un bon niveau, puis oui, il peut y avoir un peu d'escarmouche, un petit peu de chauffe, là, mais en général, c'est du bon niveau que les gars veulent compétitionner, puis on est là pour jouer au rugby. Là, Y a-t-il beaucoup de ce qu'on appelle le trash talk là, entre les équipes, admettons, quand vous arrivez un face à l'autre? Parce que au hockey, souvent, c'est le même. Là, la mise au jeu, tu es à côté de l'autre gars, il lâche 2-3 calls pour être sûr qu'il faire perdre un peu son sang-froid. La réponse, selon moi, c'est oui et non, parce qu'il y a une différence au rugby qu'il n'y a pas. Mettons, tu regardes le hockey, là, une des choses qui. Bon, c'est le sport national au Canada, là, mais le hockey, c'est tout le temps arrêté. Les gars ont tout le temps du temps pour trash-talker les uns les autres, en tant que tel. Ouais. Au rugby, s'il n'y a pas trop d'arrêt, oui, il y en a un peu, mais tu n'as pas le temps d'être à côté devant le gars pendant comme 30 secondes sur le bord du net puis il shooter de la merde. Là. La game, elle continue. Fait que je sais pas trop, je sais pas votre opinion, les boys, là, mais pour moi, là-dessus, c'est pas le pace-sport que j'ai fait. Là.
Bah, moi, je suis d'accord, c'est pas le pire sport, mais il y en a quand même pas mal. Mais c'est plus c'est plus du trash talk qui vient avec les actions. C'est-à-dire que moi, je me souviens toujours de Jérémy quand il rentrait dans les matchs. Il avait qu'une envie, c'était être le premier sous le ballon et plaquer le premier, faire le premier plaquage du match, quoi, en gros. Et c'est plus dans ces actions-là que c'est un petit peu venir. C'est pas du trash talk, mais c'est venir titiller l'adversaire. Et Jouer avec les généralement. esprits. Voilà, c'est ça. Et généralement, quand tu arrives à le faire, ça vient toujours avec une petite phrase, reste couché, ou tu vois, un petit truc, voilà, ou un petit bisou quand il se relève, voilà, un petit truc qui vient bien titiller, etc. Et ça, par contre, c'est pendant tout le match. C'est-à-dire que si tu arrives à prendre l'ascendant sur un joueur pendant tout un match, ne serait-ce qu'entre les demi-mêlées, si on arrive à le demi-mêlée, c'est le joueur un petit peu rapide et qui est la pièce maîtresse du match qui vient distribuer le ballon au joueur et créer des tactiques. Si lui tu arrives à le choper toute la partie, et que tu arrives à rentrer dans son esprit et à le fatiguer, ça marche bien. Mais c'est plus dans les actions qu'au rugby. Il n'y a pas vraiment. Ça arrive vraiment qu'il y ait des fois des insultes, des fois des attaques personnelles, etc. Mais c'est rare quand même. Ouais, c'est sûr que, mettons, si on compare ça au hockey, c'est vrai qu'au rugby, on joue à 100 continu. Puis moi, mettons, personnellement, quand le jeu est arrêté, je reprends mon souffle. Fait que je parle pas vraiment. Sinon, mais tu peux voir beaucoup une différence avec juste comment les joueurs de hockey vont parler aux arbitres de hockey, puis comment qu'au rugby, tu peux vraiment pas parler aux arbitres. Puis c'est vrai. Il y a vraiment une très, très grosse différence entre les deux, là. T'envoies pas chez un arbitre, tu n'argumentes pas, tu ne respectes pas, tu dis rien, puis c'est oui, monsieur, puis c'est ça. Juste le capitaine parle à l'arbitre. C'est vraiment plus. C'est plus encadré, plus réglementé, là, vraiment. Puis en fait, c'est bien. Les sports devraient tous être comme ça, là. Personnellement, ça évite bien du niaisage, là. Il y a littéralement un signe puis un call dans le livre d'arbitrage, dans le livre de règlement qui est le call, mettons, de l'arbitre, c'est ça comme ça, pour dire que tu as parlé à l'arbitre puis tu recules 10 mètres. C'est littéralement dans le livre de règlement, vers les autres règlements, les autres signes. Quand tu es rendu que tu as même un signe qui est fait pour, parce que c'est comme quand même un règlement qui est enforced, qui est mis en place et qui est respecté généralement pas mal. Là. OK, quand même. J'avais entendu dire, dans le fond, c'est qu'au rugby, il y avait une grosse fraternité entre les équipes, justement, pendant les matchs. Vous allez vous rentrer dedans pendant 1 heure et demie, mais qu'après ça, vous pouvez aussi bien aller prendre une bière ensemble au même pub, puis qu'il n'y aura pas de clash entre les deux équipes. Puis, c'est vrai, ça, ou c'est juste un Généralement, oui. 95% du temps, c'est le cas. Je dirais que si on prend l'exemple de la RSEQ, je pense qu'il n'y a qu'une seule équipe avec qui ça se fait pas. En tout cas, avec le TS, ça se fait pas avec cette équipe. Je pense que c'est l'UDM. Il y a une grosse. Concordia aussi. Concordia plus récemment, mais l'UDM, l'UDM, en tout cas, moi, quand j'ai commencé un peu avec Jérémy aussi, et Nick, il est arrivé aussi un peu à ce moment-là, maintenant un peu moins. En tout cas, à l'époque, les deux équipes, il y avait une très très grosse rivalité. On n'a jamais vraiment trop su pourquoi, à part qu'on les aimait pas trop. La réponse, c'est con, là, mais pour construire une équipe, pour te construire une équipe un esprit de groupe, quand tu fais quelque chose, ça te prend une rivalité quelconque. Voilà. Puis entre guillemets, on s'est trouvé une rivalité. Je pense que c'est important dans une équipe sportive d'avoir comme ton rival un peu, là, le méchant dans l'histoire. Là. Et après, je pense que c'est aussi par la force des choses, deux équipes francophones, sur l'île de Montréal. L'UDM est parti quand même de rien. Ça faisait pas nécessairement super longtemps que l'UDM était dans la ligue quand vous êtes arrivé. Je pense que ça faisait quoi, 4 ans, 3 ans? 3 ans. C'est un peu le même parcours, je trouve, l'UDM, EDS. Beaucoup de Français des deux côtés. Donc, je pense que c'est comme tous les ingrédients étaient là pour faire vraiment une bonne rivalité. Et encore, je dirais qu'on les invitait quand même, parce que généralement, quand on allait, en tout cas à l'époque, quand on jouait à Vincent d'Indy, c'est-à-dire près de Côte-des-Neiges, on allait toujours dans un bar Côte-des-Neiges, quelque chose, la Maisonnée, qui était un peu leur repère, entre guillemets, pour l'UDM et tout ça. Et on les a jamais vus, et ils sont jamais venus, alors qu'on n'a jamais... Je pense qu'on les avait invités. Au début, dans les premières fois, ils venaient, honnêtement. On y allait ensemble, puis on prenait des bières ensemble avec certains. À la fois, il y avait comme... Tu sais, dans chaque équipe, tu as ceux qui sont plus rancuniers, puis tu as les autres qui sont comme juste, OK, c'est un match de rugby, puis on passe par-dessus. Fait qu'en général, ceux qui étaient plus dans la deuxième section venaient avec nous. On n'a pas découvert la Maisonnée comme tout seul. Là. C'est les autres qui nous ont dit que c'est là qu'il allait, on s'entend. Après, c'est sûr que là, bon, c'est universitaire, donc
as les règlements des écoles, des fois que, bon, peut-être les équipes, une va peut-être plus s'appliquer au niveau d'aller sortir dans les bars et tout. Mais mettons, si on regarde au niveau civil, là, la majorité du temps, ben, on va rester après le match, soit au bar ou au clubhouse ou au terrain de la personne haute, puis on va rester, puis on va déguster quelques bières avec le joueur adverse. C'est vraiment, pas compliqué. C'est vraiment ça, un peu la tradition. C'est pas compliqué, il y a une tradition qui est respectée pas mal partout, en tout cas en Super League, en Provincial Nul 1, parce que j'ai l'expérience dans les deux. C'est que l'équipe qui accueille à la fin du match, si moi je suis le pilier droit, je suis le numéro 3, bah je prends une bière pour moi et je prends une bière que j'amène à mon concurrent, donc en fait le numéro 3 de l'équipe adverse. Donc déjà de base, ça aide à la fraternité et ce genre de choses. Et généralement, il y a aussi des compétitions après de boissons et autres, là, avec le meilleur joueur du match, le capitaine, on élit certains trucs. Et tu n'es pas obligé de parler au gars, hein? Tu vas juste donner une bière, puis si tu ne l'as pas aimé pendant le match, tu ne parles pas. C'est arrivé des fois, là, tu vas donner une bière au gars en avant de toi, puis tu sais qu'il t'a fait chier. Puis, oui, mais généralement, ça diffuse. Salut, blablabla, tu discutes un peu, puis après ça. Généralement, ça diffuse quand même la situation, même si tu as fait chier pendant le match. Exactement. Ben oui. Une bonne bière, ça. C'est quand même vraiment le fun qu'après un match, que tu es rentré dans un gars qui a juste une bière, ça vient de régler la situation. Tu n'as rien contre la personne en soi. Tu l'as comme joueur de rugby, c'est différent. Exactement. En dehors du terrain, c'est un autre game. Et c'est aussi que le rugby, c'est les valeurs du rugby, c'est le respect, c'est tout ce qui est courage, respect, puis l'humain, etc. Quand on finit un match et qu'on fait les d'honneur pour venir applaudir ceux qui ont perdu, etc. Il n'y a pas beaucoup de sports que je vois qui font ça, quoi. Et puis même serrer la main là, après un match de rugby, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de sports que tu vas recroiser ton adversaire pour aller serrer la main après un match. Peut-être après des grandes compétitions, là, la Coupe Stanley, un fin de match de série, whatever, là, mais en général, après un match régulier, il n'y a pas grand sport que tu vas serrer la main de ton opposant. Ouais, absolument, quand c'est fini, c'est fini. Mais ça, par rapport à ça, on parlait de rivalité, tantôt on parlait justement de fraternité entre les équipes, mais pendant un match, c'est quand même beaucoup d'émotions fortes. Ce serait quoi, genre, votre meilleur carton jaune ou carton rouge que vous avez eu? Excel, tu commences-tu? Pourquoi moi j'ai pris des cartons? Je sais pas, t'en as-tu un bon? Honnêtement, je me souviens pas de carton que j'ai pris. Pourquoi carton dans ta vie? J'en ai pris un quand je jouais avec les Montréal Irish équipe 2. C'était pas du tout. Alors après, j'ai des expériences de carton rouge, de cartons jaunes que j'ai vu. Oh, ben non, okay. Ben dans ce cas-là, raconte le plus beau carton jaune que tu as vu ou rouge que tu as vu. Pour moi, c'était avec les Piranhas. À l'époque, il y avait un joueur qui s'appelait François Brizard qui était en deuxième ligne. On était en demi-finale. On jouait notre première demi-finale. On est encore, mais c'est correct. Jouer la première demi-finale. C'était à Concordia contre Concordia qui avait gagné l'année précédente la RSAQ. Et on gagnait de, je crois, 3-4 points. Il nous restait, je crois, 5 minutes de jeu. Et François Brizard rentre sur le terrain. Et je crois la première action, il rentre, il fait je ne sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il fait un en avant volontaire. Il se fait un en avant volontaire, il saute sur le ballon puis il ne laisse pas aller. Genre, il se fait cocon sur le ballon pendant que l'autre équipe essaie de tirer sur le ballon. Genre, la seule chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse, là. Première action du match, on était, je crois, à 20 mètres de notre en-but et il fait ça. Et c'est 10 minutes où on perd un joueur. Donc en fait, on finit le match à 14 contre 15. Et on a gagné cette année-là, mais c'était sans. Je pense pas que j'ai déjà vu Rudy aussi en crise que ça. Ah là là. On a eu beaucoup de chance. Pardon? Interdit de faire ça, de prendre le ballon. En fait, c'est que le ballon il a roulé. Le ballon n'était pas dans son droit à lui de le prendre. Okay. Il a simplement sauté dessus comme genre une baleine échouée. Puis ensuite, il a comme fait un cocon autour, tandis que c'était toujours pas le temps. Puis que l'arbitre, ça faisait 3 fois qu'il disait comme lâche le ballon, lâche le ballon, lâche le ballon. Puis il a juste comme fait de plus en plus de cocon, plus l'arbitre il disait de le lâcher. Et au bout de la ligne, l'arbitre est juste tanné, puis il a donné un 10 minutes, mais comme c'était pas le moment. C'était vraiment pas le moment.
Mais on a été très chanceux parce que ce genre de carton, ça provoque une pénalité. Donc, ils ont la possibilité de marquer 3 points en tapant le ballon entre les perches. Ce qui les remettait dans le score. Ils allaient gagner le match. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce que je crois qu'une action avant ou quelque chose, on mettait pas un mauvais coup, mais le joueur qui s'occupait des beautés de l'équipe adverse, il s'était pris un mauvais coup à la cuisse ou quelque chose. Ouais. Et il a pas pris le beauté, alors que en temps normal, il l'aurait marqué à 100% de réussite. On a vraiment été chanceux. On s'est mis plein de bâtons dans les roues pour notre capable de gagner quand même. Un autre de mon côté, mon seul carton jaune que j'ai pris à vie, c'est la première game en RSEQ contre l'UDM. Il y a un Français qui joue à la même position que moi de l'autre côté. Première fois que je le vois, il est un petit peu harcelant. Puis au bout de la ligne, bon, moi j'embarque dans son jeu parce que j'aime ça. S'il tombe fâché, ben il joue plus vraiment, je me cours après. Puis au bout de la ligne, c'est parfait comme ça. On sort d'un rock, puis il décide qu'il est vraiment fâché, fait qu'il m'envoie un coup de poing. Mais il me manque qu'il passe à quelques centimètres de mon visage. Fait que là, il se fait avertir par l'arbitre, blablabla. Le jeu continue. Après ça, il y a un botté d'envoi, puis je cours vers le ballon pour aller le chercher. Puis dans ma ligne dans ma ligne de course pour aller plaquer le porteur de ballon. Lui se retrouve à être dans cette ligne de course-là, un petit peu décalé, mais au dernier moment, pour laisser passer son joueur à lui, il saute comme il le dos à moi, fait qu'il ne voit pas que j'arrive, et pour dégager sa ligne de course à son joueur, il se tasse devant moi à la dernière seconde. Fait que je l'éclate dans le dos comme si je venais de me venger complètement du faux coup de poing qui est arrivé comme 2 minutes avant. Fait que là, il est à terre, il a mal, il a besoin de soigneur et tout. Moi, je suis comme vraiment désolé parce que c'était vraiment pas volontaire. J'ai juste rentré dans le derrière de sa nuque comme à pleine vitesse sans le vouloir. Puis là, tout le monde est en crise là-dedans, on a un carton rouge parce qu'il y a un jaune, excusez-moi, parce qu'il est convaincu que je suis juste en train de me venger du faux coup de poing. D'avant, là, j'ai l'air du gars qui est vraiment comme rancunier puis tout. Pourtant, c'est clair que ça a l'air de ça. Je regarde la situation, je suis comme ça, même pas la peine de me défendre. J'ai perdu d'avance. Surtout que si on connaît Jérémy, c'est pas du tout le style à faire ça. C'est la personne qui est la plus dans le match que possible. Là, il est juste concentré sur le ballon ou autre. Là, il n'est pas dans les petites affaires à s'occuper des coups de poing, s'occuper de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment tellement concentré sur le ballon, pas capable de voir qu'il y a un gars qui s'est foutu devant moi. Je ne sais pas si ça a un lien avec les cartons jaunes ou rouges, là, mais tu m'avais demandé à Axel comment on met fin à une game de rugby. Ah non, ça n'a pas rapport avec les cartons jaunes, mais Axel, comment on fait pour terminer une game de rugby? Ah, ouais, t'es sérieux, t'as dit ça dans ton anecdote, toi. Oui. Il y avait tellement de casseroles et autres que tu aurais pu dire, tu dis celle-là. Là, celle-là, la vraiment qui m'est venue en tête quand même. Elle est quand même majeure. Elle était belle. Alors, il faut savoir que pour finir une game de rugby, le temps, il s'écoule, passé 80 minutes. Si le ballon sort des limites du terrain, le jeu s'arrête. Donc, si tu es en train de gagner, il faut que tu sortes le ballon du terrain. Généralement, on sort le ballon du terrain. Il y a deux méthodes. Voilà, en donnant un coup de pied et la balle, elle part. Ou alors, tu portes la balle et tu pars en touche. Okay. Sauf que moi, ça faisait longtemps que je faisais du rugby, mais je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris la balle. Premier match qu'Axel joue avec nous. Il a joué un super bon match et enfin, on a quelqu'un qui a de l'expérience. On sort le ballon. On a le ballon. Il est 82e minute. Je sors le ballon du rock. Je dis Axel, je dis termine le match. Et moi, je prends la balle et en fait, je fais comme une passe et j'envoie le balle à l'extérieur. Sauf que c'est pas, ça marche pas. C'est une pénalité, il me semble. Il y avait 3 pas à faire pour sortir. Ouais. Il y avait 3 fucking pas à faire pour sortir en dehors du terrain et juste qu'on s'arrête là. Bref, c'était une belle casserole dont je suis pas fier, mais au moins j'ai appris une règle ce jour-là, c'est que... je tiens à préciser qu'on gagnait par 4 points et qu'on a fini par les arrêter ensuite à la ligne de 3 mètres de l'embut pour qu'ils marquent et qu'ils viennent gagner la partie sur cette situation-là. OK, mais ils n'ont pas gagné au moins? Ils n'ont pas gagné, non, mais disons qu'ils nous ont donné on a eu plus de sueur froide que nécessaire grâce à cette situation-là. C'est sûr que je ne sais pas si avec ça, il y arrive un deuxième match. Je l'aurais repris quand même, inquiétez-vous. Non, ouais, c'est ça. On était à ce point-là dans le trou. Je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas trop le choix que de me prendre. En tout cas, pour mon poste, il n'y avait pas trop de compétition. Ah, ça arrive même au meilleur, je suis sûr. Là. Ah ouais. Moi, ça m'a pas repris une deuxième fois de faire ça. Sinon, Nick, toi, t'avais-tu pogné des cartons jaunes ou cartons rouges dans ta carrière, Adam?
Honnêtement, non. Ben, oui, mais c'était rien de. J'ai pris un carton jaune d'équipe, là. Ça arrive au rugby. En fait, c'était pendant une finale avec mon club civil, avec l'équipe 2. Ça faisait plusieurs fois que l'arbitre nous avertissait qu'on était hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Et puis, à un moment donné, l'arbitre cette année, puis il m'a donné un carton jaune parce que j'étais hors-jeu. Normalement, quand tu le fais une fois, ça n'arrive pas. Mais là, bon, l'arbitre nous avait averti quand même plusieurs fois qu'on était souvent en jeu. Donc, j'ai pris un carton jaune d'équipe. Et je te dirais que ça m'avait quand même stressé parce qu'on menait par 2 essais. Il restait 10 minutes à faire, donc je ne suis pas rembarqué sur le jeu. L'équipe adverse est allée marquer, donc là, on menait par un essai. Puis finalement, ils n'ont pas réussi à remarquer. Mais oui, je te dirais que ça m'avait assez stressé, ce moment-là. Vous avez bien une histoire de carton plate, vous autres. Vous êtes donc bien disciplinés. Ben ouais, moi, mon seul carton que j'ai pris depuis que je suis au Québec, il me semble, parce qu'après, je me souviens plus trop de ce qui se passait avant, mais en tout cas, depuis que je suis au Québec, c'est pareil. C'est les coups à la tête qui font qu'ils se souviennent plus trop ce qui s'est passé avant. Mais c'est ça, depuis que je suis au Québec, c'est pareil. Seul carton jaune, c'est carton d'équipe. Je suis rentré. Ah, mais moi, je venais de rentrer sur le terrain et je me suis pris le carton pour tout le monde. Ouais. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des fois que vous pensez que vous auriez dû prendre un carton puis que vous n'en avez pas pris? Est-ce que vous avez des fois que vous avez... Oui, plein de fois, oui. Du coup, une chance que l'arbitre est aveugle parce que je suis dans la merde. Même des fois, des sales coups que tu fais, genre dans le ruck, quand tu te relèves, tu t'appuies pas mal sur le joueur avec le coude, le genou ou autre, pour le ralentir, pour lui faire mal et autres. Ouais, il y a des petits... Ouais, bon, c'est gentil, mais bon. Ouais, j'ai vu ça quelques fois. J'étais voir une couple de matchs de rugby, là, puis des fois, justement, le gars est à terre, puis tu fais juste te relever, mais en pilant ses doigts. Ah non, mais il vient de marcher dessus, là. Je t'ai vraiment pas vu, je suis désolé. Ah, mais en lien avec ça, j'ai fait des petites recherches quand même avant le podcast. Puis j'étais tombé sur une citation là, qui disait, mettons que là, on a 2 joueurs, mais 2 gars qui ont joué au soccer avant le rugby. J'avais tombé sur une citation qui disait le soccer, c'est un jeu de gentlemen qui est joué par des brutes. Puis le rugby, ça serait un sport de brutes joué par des gentlemen. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est tellement vrai. C'est une citation qui est très très connue, en tout cas dans le milieu du rugby. Je pense que tout le monde, tous ceux qui jouent au rugby l'ont entendu. Et je pense que ça résume pas mal bien le rugby. Je n'irai pas jusqu'à dire que les joueurs de soccer, de manière générale, sont des brutes. Mais je pense que ça ramène un peu avec le lien là, de l'arbitre que je au soccer. Là, combien de fois tu vois des joueurs engueuler l'arbitre, puis ils ne sont pas contents, puis tu ne sais pas ce qu'il dit, mais ça a pas l'air d'être super beau. Puis au rugby, ben, tu ne peux pas faire ça. Là. Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Puis pourquoi ils ont pris le soccer, mais je pense pas que c'est une attaque personnelle au soccer. Je pense que c'est juste parce que c'est quand même 2 sports qui sont assez vieux. Ça fait longtemps qu'on y joue. Puis probablement, dans les pays européens, il y a eu une grande... On compare beaucoup les deux, je pense, Axel, tu peux peut-être dire. Là, une rivalité entre les deux. Il y a une belle rivalité entre les deux. Là, généralement, ceux qui jouent au rugby regardent les joueurs de soccer de façon un peu... c'est pas vraiment un sport, quoi. Puis ceux qui sont au soccer regardent le rugby en se disant c'est qu'un sport de brut, ils n'ont pas de cerveau, ils font juste se rentrer dedans. Donc, il y a un autre... Ça revient aussi comme la bière après match, toute l'espèce de respect, l'entraide, camaraderie qu'il y a autour de rugby, les valeurs. Je pense que c'est un peu pour ça que cette citation-là, là, quand même... C'est vrai, là, moi je suis d'accord. Il y a une autre partie, il y a une autre citation aussi qui dit qu'un joueur de soccer, ça passe 90 minutes à prétendre que c'est blessé, puis un joueur de rugby, ça passe 80 minutes à prétendre que c'est pas blessé. Oui. Mais c'est bien vrai parce qu'au rugby, et ça en devient presque même des fois un peu compliqué, c'est que maintenant les physios et autres, elle rentre sur le terrain, mais le joueur, il n'a pas envie d'être soigné ou quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas envie de sortir du terrain. Moi, je parlais avec Catherine, la physio de l'ETS, elle disait que pour le soccer, c'était l'inverse. Elle ne savait pas quand est-ce qu'il fallait rentrer sur le terrain, parce qu'elle ne savait pas s'il était vraiment blessé ou pas. Mais c'est vrai, en lien avec ça, j'avais regardé une vidéo sur YouTube, c'est genre soccer versus rugby. Puis les gars de rugby qui se font ramasser par des trucks, on dirait ils tombent à terre, ils se relèvent, ils continuent à courir. Puis au soccer, il y a un gars qui passe, il frôle, il tombe par terre, puis il roule comme s'il venait de se faire arracher une jambe. Là. En tout cas, je trouvais ça ridicule un peu. Là. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en arrière de leur protège tibia, là, mais ça a l'air de faire mal quand tu reçois un coup. Parce qu'on dit qu'ils ont des pics derrière le protège tibia, le moindre coup là-dessus, bam, ça explose.
Non, mais tu sais, ça va un peu avec le comment le sport est fait. La journée où ils vont vraiment, je pense qu'ils commencent à le faire dans certaines ligues au soccer, lorsque la reprise vidéo va avoir une plus grande importance sur la distribution des pénalités, ce genre de phénomène-là va partir. C'est comme un peu, en guillemets, tu peux pas don't blame the player, blame the game. Le gars, oui, c'est plate, c'est un peu une question d'attitude ils devraient pas faire ça, mettons, côté fierté, les joueurs ne devraient pas faire ça, mais ils le font et ça leur donne un avantage potentiel dans le jeu. Donc, c'est difficile de vraiment comme les blâmer de le faire. Ouais, ben c'est ça. Ils ont un gain, dans le fond, là, à faker une blessure. C'est que l'arbitre va prendre pitié et il va coller une pénalité. Fait que, tu sais, au rugby, tu n'as pas de gain là, à faker une blessure. Si l'arbitre le voit, il le voit. S'il surveille de bord et tu es à terre, tu te roules, il ne peut rien coller parce qu'il n'a rien vu. D'où là, les petits coups cochons qui se passent derrière l'arbitre quand tu ne vois pas. Fait que, tu sais, je pense de comparer les deux, c'est un peu. On le compare souvent les deux. Je pense que c'est peut-être mieux de comparer, mettons, le football américain et rugby. Je vais mettre une chose. Depuis que j'ai commencé à jouer au rugby, un petit peu avant, il avait commencé à rajouter dans le top 14. Tu me corrigeras, Axel, si je me trompe, là, c'est à ce moment-là, mais ils ont commencé à, lorsqu'ils filmaient les parties, ils pouvaient donner des pénalités plus tard pour des coups de poing ou des coups vicieux qu'ils avaient trouvés. Donc, ils pouvaient donner des amendes littéralement ou des suspensions, mais sans que ça soit dans le match directement. Fait que, mettons, on voit très bien, 2 jours après, en regardant tel angle de vue, que là, tu as fait de quoi que tu n'avais vraiment pas le droit de faire, puis c'est dangereux, ben voici ton match de suspension. Ouais, c'est ça. C'est plus obligé d'être au moment que l'action arrive. S'il a été pris sur le fait, ben là, tu vas être sanctionné. Sinon, ben, tu s'en es sorti, puis ben. Ça n'impacte pas le match, ça n'impacte pas la victoire de l'équipe, mais par exemple, alors ça reste un peu une action qui est qui est pas dans le jeu, mais par exemple là pour les Six Nations, il y a eu le match Angleterre contre Pays de Galles, il me semble, et il y a le pilier droit de l'Angleterre qui s'appelle Joe Marler qui est venu faire ce qu'on appelle un shagit, venir toucher les parties génitales de l'autre joueur, mais en rigolant, tu vois, et en fait, l'équipe adverse, le Pays de Galles, a cité le joueur, la commission de discipline, et il a pris des semaines je crois qu'il a pris 10 semaines de suspension parce que alors qu'il y a quelqu'un qui a mis un coup de poing en plein milieu devant les caméras, etc., et il a pris, je crois, 3 semaines ou quelque chose du genre. Donc, même si ça n'arrive pas devant la caméra, généralement c'est repris derrière, et c'est quelque chose qui est très différent du soccer, parce que le soccer, déjà de 1, l'arbitre, pour moi, il n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui viennent se mettre devant leur face, lui crier dessus, il ne dit rien. Et en plus de ça, il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour sur les matchs, sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et il n'y a pas cette utilisation de la vidéo qu'il y a comme rugby. C'est sûr que nous, joueurs de rugby, moi, quand je regarde un match de soccer, je me tire les cheveux parce que voir un gars et avoir un gars qui roule, au début, tu dis, bon, peut-être qu'il s'est pris un croche-patte, etc. Puis tu vois le ralenti et puis ça lui touche l'ongle du petit orteil et il fait salto arrière. Il n'y a surtout aucune intention de ne pas tomber. C'est ça qui est drôle. C'est pas vrai que tu tombes en faisant comme... genre les bras dans les airs. Il n'y a personne qui tombe comme ça dans la vie. Genre, le nombril en premier au sol, les bras et le reste des jambes qui tombent après. Là. C'est pas une façon comme sécuritaire de tomber. Il n'y a personne qui va tomber comme ça quand tu tombes pour vrai. Et ça, c'est beaucoup au soccer masculin, parce qu'on regarde maintenant le soccer féminin, et il y a des femmes qui se prennent des croche-pattes, etc., et qui continuent de courir et continuent d'avancer. Et je pense que c'est beaucoup venu avec le soccer, en tout cas, avec la professionnalisation et puis les budgets, etc. Maintenant, on a peur de mettre un carton rouge à Messi ou Ronaldo ou qui que ce soit, parce qu'ils sont payés tellement cher que les clubs derrière, ils vont être très mécontent contre l'institution du soccer et des arbitres. Donc, bon, bref. Ouais, c'est sûr que l'arbitre risque de s'en faire parler comme dans les coulisses après, comme OK, là, tu mets plus de carton rouge, admettons, à Ronaldo, parce que justement, le coach de l'équipe est venu l'engueuler ou peu importe. Puis ça fait perdre des gens qui regardent les matchs, donc ça fait perdre de l'argent. Il est payé tant de millions par match s'il n'est pas là. Ouais, non, mais c'est. Alors que le rugby, en tout cas en France, c'est de plus en plus professionnel. En tout cas, ça les salaires augmentent, c'est de plus en plus professionnalisé, mais on n'en est pas encore à ce stade. Et je pense que le rugby,
ils ont le mauvais exemple du soccer dans ce domaine-là, en tout cas, dans tout ce qui est argent, etc. Et je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien pour le moment. Parfait. Si on revient, mettons, au Piranha, dans le fond, votre équipe que vous avez construite au tout départ, à un moment donné, là, vous êtes arrivé jusqu'au RSEQ, puis moi, j'étais là la journée où vous avez participé à la finale de Concordia. Est-ce que les troupes faisaient partie de l'équipe à ce moment-là? Non, je t'ai rendu trop vieux. Tu n'étais plus là, OK. Mais attends, tu dis ça, tu étais encore à la maîtrise, tu n'as juste pas voulu revenir. Ouais, j'étais juste en train de fonder une entreprise, j'étais en train de faire une maîtrise. Ouais. C'est bien, c'est ça. J'avais déjà tiré genre de 2 ans de plus que mon contrat original. Mais ça, je me rappelle, ce game-là, c'était vraiment quelque chose d'intense. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs. Justement, c'est comment que vous vivez la pression des fois pendant un match quand vous voyez que tous les gens tombent, ben pas tous les gens, mais beaucoup de gens sont venus vous voir et des gens avec des trompettes qui crient et tout. C'est comment que sur le jeu, on deal avec ça? Moi, personnellement, je trouvais que c'était une pression, mais une bonne pression. C'est une pression pour bien faire et gagner le match. Et honnêtement, c'était vraiment, je pense, un des meilleurs matchs, en tout cas au niveau de l'atmosphère, etc., que j'ai connu. Après, c'est sûr qu'on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, mais Ça avait bien commencé, par contre. ouais, ça avait bien commencé. J'ai un très très bon souvenir de ce match, mais comme tout à l'heure, comme on disait, on s'est mis des bâtons dans les roues et on n'a pas pu finir comme on a commencé. Ouais, moi, personnellement, ce qui se passe dans les estrades, j'ai de la misère à. Je l'entends pas. Je l'entends pas vraiment. Je le remarque pas. C'est pas ça qui me stresse. Je pense que c'est plus comme. C'est ça. Un match, c'est sûr qu'un match de finale, il y a de quoi de trillant et de stressant là-dedans. J'en parle puis je suis un peu stressé. C'est comme. Surtout que là, on n'a pas eu de rugby depuis un bout puis on n'en aura pas pendant un bout. Là, un match. C'est ça, un match de finale, c'est quand même particulier. Là. Tu n'as pas la chance de jouer ça souvent. Puis c'est plus ça qu'en fait qui stresse que tout ce qu'il y a autour, là, vraiment. Là, honnêtement. Ce qu'il y avait autour, là, je m'en rendais pas vraiment compte. On devrait inventer du rugby avec une distance sociale pour être capable de jouer cet été. Avec des masques. Pas le droit de te toucher à moins de 2 mètres. Du flag rugby. Flag rugby avec des pôles de 6 pieds. Là. Ça pourrait être quelque chose à essayer. Là. Ça, mettons, là, je parlais de la finale de Concordia. Ça serait quoi, mettons, un de vos plus beaux souvenirs ou plus grandes déceptions que vous avez pu vivre, mettons, en jouant avec les Piranhas? Bon, moi, c'est clairement la première quart de finale qu'on a gagné. Je me souviens d'être en dessous de la pile de genre 25 gars qui m'ont sauté dessus, que j'étais vraiment heureux de faire un câlin, mais vraiment hâte qu'ils s'enlèvent de par-dessus moi. Mais c'était vraiment cool comme situation. Ça faisait longtemps que dans nos têtes, le match était terminé. Même il y a eu un petit peu de bisbille, si on veut, entre l'arbitre et un de ses patrons/inspecteurs qui était dans les estrades. Là, parce que ça faisait, selon l'inspecteur qui était là, ça faisait un bout que le match était fini et qu'on était supposé d'avoir comme remporté. On a quand même remporté. Mais ça faisait un bout de notre côté, comme ça faisait longtemps qu'il avait dit qu'il restait 79 minutes, qu'on était à la 79e minute, qu'il restait 1 minute, puis qu'il me semble que le 1 minute, il durait longtemps. C'était interminable. Ouais, c'était comme plus long que nécessaire. Fait que quand on a fini par le finir, ce moment-là, c'est Fred Gignac qui a fait un plaquage que le gars, ça a fini par être un en avant, donc l'autre équipe a perdu le ballon à la porte des buts. Il restait exactement ça entre le ballon puis la ligne d'en but pour que l'autre équipe marque, que Concordia marque et gagne. Donc, ce moment-là, comme ce soulagement-là des derniers 10-15 minutes de défense, où est-ce que tu as 2 pieds à côté sur ta propre ligne d'en but, puis tout ce que tu as entre comme ta victoire ou la victoire de l'autre équipe, c'est comme ton corps entre les deux. Puis quand ce genre de pression-là disparaît, quand j'ai encore le moment incrusté dans ma tête, puisque je suis juste à côté de Fred, je fais un premier plaquage, je l'arrête, il y a un autre qui est devant moi, il arrive pour faire un deuxième plaquage, puis le gars, il se dégueule le ballon dans ses mains en arrivant au contact, puis le ballon fait juste rouler à côté de Fred, puis qu'on saute dessus, puis qu'il s'est arrêté. Puis là, tu fais comme, OK, vraiment, là. Yes. Moi, je pense que c'est l'équipe. Vas-y.
Je dis, pour moi, c'est le même souvenir que lui, mais je pense que en plus de l'importance de ce match et de la façon dont ça a été fait, je pense que c'était aussi le résultat en tout cas pour Jérémy, de 4 ans, je crois, de rugby. Moi, je venais d'arriver, c'est la première année RSAQ, j'avais fait 1 an avant RSAQ avec Jérémy, c'était 2 ans de travail et tout, et puis il faut savoir que cette saison-là, c'était pas une très très belle saison. Je crois que le premier match, on avait gagné contre Sherbrooke. On avait annulé contre Sherbrooke. Ouais. C'est tout ce qu'on avait. On avait annulé contre Sherbrooke, puis c'est le seul game qu'on avait. C'est ça. Et donc, en fait, à l'époque, le tournoi, il était fait d'une certaine façon que même si c'était par 2 poules, mais même si tu étais dernier de ta poule, tu pouvais jouer. Les 2 premiers allaient directement en demi-finale et les 2 derniers de chaque poule jouer les uns contre les autres pour finir les 2 slots de demi-finale. Donc, même si tu étais dernier au niveau des points, tu gagnais 0 match, tu pouvais quand même aller au play-off. Et cette année-là, je crois qu'on avait, à part le match annulé, on n'avait rien fait de spécial. Et vraiment, toute l'année, les matchs, ils étaient de plus en plus serrés, etc. Et ce match-là, on l'a sorti de nulle part. Et on a fini, je crois, tous les remplaçants étaient rentrés. Il faut dire que la semaine d'avant, on avait perdu 30-15, je pense, contre la même équipe. Ouais. Donc la semaine d'avant, on s'était pris une branlée. Puis la semaine suivante, on arrive encore en de finale contre eux autres, puis on gagne. Il y a aussi ce genre de pression, d'augmentation un peu de l'anticipation qui vient avec. C'était les champions en titre défendant. Ils s'en venaient avec la grosse tête, honnêtement. Ils s'en venaient pour jouer un match de pratique avant d'aller jouer contre McGill la semaine suivante pour la demi. C'était dans la poche, là, dans leur tête. Là. Ah oui, ça paraît avoir une petite game facile, ça se passe bien. Là. Mais là, je vais peut-être spéculer, mais tu sais, tantôt, tu disais que le match était vraiment serré et que l'arbitre, il laissait les minutes s'écouler. Ça allait peut-être tout le temps plus long. Est-ce que, là, c'est peut-être n'importe quoi, qu'est-ce que je veux dire, là, mais pensez-vous qu'il était vendu un peu à l'autre équipe ou... C'était pas normal. Disons simplement que c'était pas normal que l'équipe de francophones qui vient d'arriver dans la ligue sorte l'équipe défendante champion en titre en quart de finale. Je mettrais pas d'autres. Tu sais, moi, j'ai pas le stopwatch dans les mains, je joue ma game. J'ai trouvé que c'était long. Puis après ça, en sortant, on a entendu l'inspecteur des arbitres engueuler l'arbitre comme quoi que ça se faisait pas, une affaire de même, puis etc. Okay. Donc après ça. Je me souviens plus qui c'était l'arbitre, mais faut savoir que... On l'a jamais re-eu après, je pense. Voilà, je me souviens plus vraiment, mais il faut savoir que déjà, au rugby, au Québec, il y a vraiment une différence entre tout ce qui est francophone et anglophone. Et puis après, où tu as été formé, je sais qu'il y a des arbitres qui ont été formés à Concordia, qui ont fait leurs premières années de rugby à Concordia, etc. Je ne vais pas dire que ils sont vendus ou quoi que ce soit, mais des fois, peut-être que oui, tu as plus envie de voir une équipe comme Concordia qui était vainqueur de l'année passée, avec qui tu as plus d'attache ou autre. Donc peut-être qu'inconsciemment, tu peux... je sais pas. Je dirais pas qu'il y a eu quelque chose de malsain qui s'est passé, mais en tout cas, nous, on l'a vécu, on l'a pas mal vécu parce qu'on a gagné, mais c'était compliqué pour nous dans les derniers instants, parce que comme j'ai dit, tous les remplaçants étaient rentrés. Moi, je me souviens, généralement, avec la corpulence que je fais pas un match entier. Là, j'étais resté pour tout le match entier. Et quand tu passes de 80 minutes de jeu à 85, les 5 dernières minutes, tu souffres quand tu fais que défendre. Donc, bon. Mais non, je pense pas que les arbitres, généralement, sont vendus ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus... soit c'est inconscient, soit c'est vraiment une erreur de son chronomètre ou quelque chose. Mais... OK. Ça fait 2-3 fois que vous parlez de francophone, anglophone. Est-ce qu'il y a une réelle rivalité vraiment entre les deux? Ou... Je pense qu'il y avait une rivalité. En tout cas, en universitaire, il y a un peu une rivalité, mais vraiment, c'est plus une rivalité amicale. Mais tu vois pas la différence quand tu arrives sur le terrain, faire comme OK, ils sont anglophones, ça va se passer de telle façon, ou ils sont francophones, ça va aller différemment. Le style de jeu en même temps anglo-franco, il est vraiment différent. Donc, sur plusieurs points, là, on fait un style français, on dit qu'il aime plus faire vivre le ballon, contrairement au style anglais, c'est peut-être un peu plus percussion, puis des phases de jeu, puis plus avancé stratégiquement. Mais je dirais que c'est peut-être plus ça la différence. Je ne sais pas si c'est vraiment une rivalité. Tu peux juste plus voir, mettons, le style de rugby différent quand tu affrontes une équipe plus anglophone, une équipe plus francophone. Et toi, tu dis ça parce que tu es dans une équipe Montréal Irish, on a une équipe
les origines sont plus anglophones, mais il y a beaucoup de Français, donc en fait, on est plus maintenant une équipe mixte. Donc, Ouais, c'est comme un mix. c'est ça, cette rivalité, on la connaît plus vraiment. Mais par exemple, moi, j'ai coaché le Rugby Club de Montréal qui est en la division en dessous l'été dernier. Et je peux vous dire que quand c'est vraiment que des Français pour le coup. C'est une équipe du plateau là. Et quand ils se vont pour jouer les Scottish d'Ottawa, ils les appellent à allez, on va se faire de l'anglo. Enfin, c'est vraiment, c'est plus une rivalité amicale parce que en France, on a l'Angleterre au-dessus qui a le championnat d'Angleterre qui est aussi un des meilleurs au monde avec le top 14 et aussi d'autres championnats. Et c'est vraiment, et donc il y a vraiment cette grosse rivalité entre les deux championnats. Donc c'est sûr que quand tu ramènes ça au Québec, les Anglos, c'est plus ceux qui sont d'origine, Ottawa Scottish, les Bytown Blues, etc., qui sont... Il y a toujours eu, au Québec aussi, il y a toujours eu une petite rivalité. C'est plus nécessairement une rivalité aussi méchante qu'elle l'a déjà été, mais il y a toujours une petite rivalité sportive anglo-franco-Québec, qu'on le veut ou non. C'est pas quelque chose qui est, à mon sens, nouveau. Ça se ressent pas sur le terrain. Je jouais au football quand j'étais jeune, puis il y avait une différence entre jouer contre une équipe francophone et jouer contre une équipe anglophone. C'était pas... C'est quelque chose qui est historique, je pense, au Québec, là, à cause de ce qui s'est passé dans le temps. Je pense que c'est de moins en moins pire, bien franchement. C'est une chose qui tend à se dissiper, mais c'est pas quelque chose qui est complètement disparu. Puis présentement, ceux qui l'entretiennent le plus, c'est les Français qui arrivent ici, qui entretiennent le plus cette rivalité-là, si on veut. Good. Je vois que ça fait déjà plus d'une heure là, que le podcast il est commencé. Ça passe quand même vite. On pourrait faire un dernier tour de table avec... Mon macaroni rafraîchi. Non. Ça fait une heure qu'il est à côté de toi qui attend. Là. Mais... Me brûlerai pas. Non, c'est clairement pas. Il va avec une anecdote, admettons, qui vous a marqué là, pendant les années que vous avez joué au rugby pour le TS. Pas nécessairement pour le TS, mais même avant le RSEQ. Vas-y, Axel. Moi, je pense que je vais commencer parce que j'ai une anecdote qui te touche un petit peu. Moi, ça? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, c'est moi, mais tu vas rigoler. Alors moi, la façon comment je suis rentré à l'ETS, donc j'étais en France à l'époque et je finissais mes études et je me suis dit j'aimerais bien partir à l'étranger. Donc j'ai postulé pour l'ETS et avant même que je sois accepté à l'ETS ou autre, j'avais envoyé un message à la page de Piranha, enfin à l'époque Rugby ETS, ça s'appelait pas Piranha. Et je ne savais pas qui c'est qui me répondait, mais c'était Jérémy. Et donc, on a un peu discuté, etc. Il me demande quelle position je peux jouer. Et à l'époque, je lui dis, moi, je suis plus en avant, mais je peux jouer tous les postes à l'avant. Et je me souviendrai toujours, le premier jour, tu m'as dit, mais non, mais toi, tu ne peux pas jouer tous les postes, tu es pilier, et puis c'est tout, parce que je suis plutôt corpulent, et pour jouer, par exemple, pilier plutôt que le poste numéro 8, c'est un physique totalement différent, et ça l'avait bien fait rire. Et pour tu peux jouer tous les postes, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et sinon, donc j'étais inscrit au club de rugby avant même que je sois accepté même à l'ETS. Et je me souviendrai toujours, le lendemain de mon arrivée, j'avais même pas de drap sur lequel dormir sur mon lit, pas de couette, pas d'oreiller, rien. Le lendemain, je suis pas allé acheter tout ça. Je suis monté dans une voiture avec des gens que je connaissais pas et je suis parti sur le sud de l'île de Montréal. Et on avait fait un tournoi, c'était sur le campus. C'était-tu un tournoi à 7? Non, on jouait l'équipe de rugby Québec moins 18 ou quelque chose. Oui, on avait été joué contre. On était. Et puis on était contre McGill, mais sur leur terrain d'agronomie ou je sais pas quoi là au sud. Ah ouais, c'est quoi le stick de nom de ce campus-là c'est dans l'ouest de l'île. Ouais, je dis le sud, mais c'est plus l'ouest. Ouais, c'est pas le campus McDonald's ou quelque chose comme ça? Ouais. Je pense que c'est ça. Et pour quelqu'un qui arrive au Québec, là, j'arrive le lendemain et je me suis fait. À l'époque, on était à peu près 20-25 joueurs là, je me souviens qu'il y avait déjà pas mal de monde. C'est là que j'ai rencontré Jérémy, j'ai rencontré Rudy, j'ai rencontré Nathan, l'ancien capitaine de l'équipe aussi. Il y a beaucoup de visages qu'on n'a plus jamais revus. Hein. Parce que faut savoir, au rugby, le premier match d'une personne, tu sais tout de suite si elle l'accroche ou pas. Si l'accroche ou tu décroches. Il y en a beaucoup qui ont des fractures du mental au premier match. Donc voilà.
Non, c'était une bonne expérience. Ça, c'est ton premier match que tu avais lancé le ballon à l'extérieur. Là. Non, ça c'était le premier match RSAQ. Là, moi, Ok. ce premier match était vraiment un match parce que j'étais arrivé l'année avant l'entrée en RSAQ. Mais regarde, ça veut dire que si tu n'avais pas été accepté à l'ETS, tu n'aurais pas pu jouer, continuer à jouer au rugby. Je me faisais pas trop de soucis parce qu'avec les études que j'avais en France, j'avais ce qu'on appelle j'ai ce qu'on appelle un DUT. Et bah non, mais c'est qu'en fait sur le site ils disent qu'ils acceptaient tout le monde qui avait un DUT parce qu'en fait c'est comme si j'avais fait un cégep avant, mais en fait au lieu de c'est plus technique encore. Donc en fait Tu avais l'équivalence là, académique. Là. voilà, c'est ça. Sauf que comme j'avais plus de connaissances, entre guillemets, quelqu'un qui sortait du cégep et qui voulait rentrer au ETS, mais que je commençais au même stade que lui, bah, c'est plus avantageux pour eux de prendre ce genre de personnes qui ont déjà plus de connaissances, quoi. Donc je me faisais pas trop de soucis, mais oui, effectivement, je crois que la première chose que j'ai fait, c'était d'envoyer un message. J'avais même pas encore envoyé mon dossier à l'ETS. je voulais aller à un endroit où il y avait du rugby. Ouais, mais moi, c'est clair, là, en attendant que le rugby ETS n'aurait jamais existé si Facebook n'aurait pas existé. Là. Je gérais tout à partir de Facebook de chez nous. Là. Bah, ça a continué comme ça après que tu sois parti. Je continue à recevoir les messages. Je les vois passer, je suis encore administrateur sur tous les groupes, les affaires, je pourrais foutre le bordel. Je me souviens le jour où il m'a passé les codes pour tout ça, ou qu'il m'a mis administrateur, il m'a dit maintenant c'est toi qui réponds aux messages, mais je sais pas si tu vois, quand tu reçois les messages, il y a une moyenne de réponse en dessous. Il me dit faut pas que tu baisses ma moyenne. Je crois qu'il avait réponse moyenne 15 à 20 minutes. Il était tellement désespéré qu'il répondait en 15 à 20 minutes à tout le monde. C'est bon. Sinon, anecdote vite fait, on peut parler de sans aller trop dans les détails, anecdote un peu comme what the hell, la première initiation qu'on a faite après la première saison, pour la première saison à RSEQ. On fait une initiation, on sait que il faut être tranquille, fait qu'on je prépare les autres au chalet d'un des gars Ménard. On fait quoi là? On fait des activités qui s'assurent que les gens ne rentreront pas en contact. Il n'y aura pas vraiment de calage d'alcool. J'ai vraiment fait des trucs, ça serait comme sécuritaire. On fait une course, il y a une course à obstacles théoriquement. Là, tous les gars, pas de course à obstacles, tous les gars à faire, ils sont en 2 lignes, ils partent en courant, ils tournent autour des cônes, ils spinent au bout de la ligne, ils reviennent. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas supposés se toucher, ils se donnent la tape. C'est comme on est dans un camp de vacances, tout va bien. Il y a 2 personnes qui partent, 2 personnes qui reviennent, ça va. Après ça, il y a Fred Gignac qui part avec François Brizard. Fred part trop vite, puis que François trouve. François, il plaque et il casse le nez. Et là, genre, là, je suis comme, mais non, les boys, j'ai tout fait pour que vous vous fassiez pas mal. Comment vous avez. Il y avait même une banderole entre les deux pour pas que, théoriquement, les gars, ils switchent de ligne en ligne. Il a sauté par-dessus la banderole, puis il a été plaqué notre 9, puis il a cassé le nez. Il a plus que plaqué, c'est-à-dire que t'as Frédéric Gignac, il revenait de sa course pendant que François, il partait. Donc, ils étaient vraiment en vitesse contraire. Et il est vraiment sauté, mais il lui a fait un plaquage avec les bras comme ça. Il lui a fait un check, je pense, ou un truc du genre. Et en fait, comme François Brizard fait 2 mètres et que Fred Gignac fait 1m10, bah, ses bras étaient au niveau de son nez et il lui a explosé le nez. Je pense qu'on était à peu près à 1h, 1h30 de Montréal. Ouais. Après ça, une demi-heure après, il y a. Il a fait exprès, le gars. C'était délibéré, là. Oh, non, c'était pas délibéré, c'était plus. C'était pas réfléchi. C'était de la bêtise. Ouais, c'était pas réfléchi. Quand on connaît François Brizard, c'est pas aussi étonnant que ça, mais quand il est dans l'ambiance et tout. Il a quand même déjà mordu ma blonde. Hein. Il a quand même déjà fait une trace de morsure sur la cuisse de ma femme. Ouais. On a revu les photos récemment. J'ai failli la mettre derrière comme fond d'écran, la photo de la trace de morsure. Après ça, une demi-heure après, il y a Guillaume Bouliane qui est tombé dans la mare où on allait tout faire pipi parce qu'il a mis un pied comme trop loin puis c'était juste des herbes et c'était plus du sol. Fait qu'il est tombé dans l'endroit où tout le monde faisait pipi depuis comme le début de la journée. Fait que là, ça, il dormait tout nu dans son auto, genre, parce qu'il était tout mouillé, il n'y avait pas d'autre linge de rechange. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre après ça? C'est toutes des choses que j'étais comme. Il y a François qui s'est battu avec un autre joueur qui s'appelle Briec. Il lui a cassé sa montre. Ouais, puis il a fait un entorse. Ça allait vraiment bien. Ouais, tout ça pour une affaire que j'avais organisée là, pour que toutes les activités soient comme individuelles, qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas vraiment de jeu d'alcool, que c'était comme une initiation qui était supposée être comme dans les règles de l'art.
Après une demi-heure, c'était un bordel, puis j'étais comme, man, où c'est que j'ai... Oh. Ah, ça a comme gelé. Et qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis après ça, le lendemain, t'as... Ok. Parce qu'on est correct, hein? On est revenu. On t'a perdu, mais voilà. Après ça, le lendemain, il y avait Alex Richard qui maintenant d'aller à son bureau pour lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? J'ai tout fait ce que je pouvais. Tu sais, quand tes intentions sont bonnes, tu sais, finalement, ça se passe tout le contraire que qu'est-ce que tu veux que ça arrive. Il faut que tu ailles t'expliquer à quoi tu as pensé. Ben là, à tout, Chris, sauf la stupidité humaine. Ouais, je pense que ça fait partie un peu de la game aussi. Là. Tu me disais que c'était pas que c'était pas toutes des lumières, mais que des fois, les gars, ils perdent le contrôle un peu. Disons que dans la vie, il y a un phénomène qui s'appelle l'intelligence de masse. Ouais. Et qu'au rugby, on est beaucoup de joueurs. Donc là, on a une masse qui se promène ensemble. Bonne façon de le dire. Là. Au rugby, on dit toujours qu'on a le QI du numéro qu'on a dans le dos, sachant que ça va que de 1 à 15. Bon, il y a un numéro 1 qui est dans le coin qui n'est pas content, là. Non. Moi, j'ai régressé, je suis parti du numéro 7, j'ai fini numéro 4. Là. C'est parce qu'avec les coups à tête à la longue, le QI... Ouais, c'est ça, les commotions, ça travaille. Moi, j'ai pas nécessairement d'anecdote comme telle qui implique pas d'alcool, fait qu'on n'en parlera pas. Je peux peut-être plus mentionner plus notre voyage qu'on a fait cette année, là, quand on est allé au tournoi de Sevens de New York, là, qui est quand même un gros step pour l'équipe de rugby de l'ETS. Je suis content que j'ai un des membres fondateurs du club avec un ancien là, qui peut clairement dire que c'est quand même cool qu'Alex nous ait inscrits là. Puis on est allé là, c'était vraiment le fun. On est parti en autobus. Le vendredi soir, on est arrivé sur Times Square. On s'est fait un petit échauffement, petit entraînement, se dégourdir les jambes dans Central Park. Après ça, on est allé marcher dans Times Square. Le lendemain matin, c'était le samedi. On avait 5 matchs de rugby à 7, 5 matchs de Sevens. Ça commençait tôt le matin. Je pense que notre premier match était à 8h15. Il fallait être tôt sur le terrain. Il faisait quand même frais parce que c'était au mois de novembre à New York. Je pense qu'il faisait 5-6 degrés, mais beau soleil en dessous du pont, que je me souviens plus trop du nom. Non, c'était vraiment une super belle fin de semaine. On a gagné la 3e place en finale pour la Plate. On a perdu la demi-finale qui nous aurait qualifié pour jouer pour la Coupe, je crois, qui est la première. Après ça, nous, on a joué pour la 3e place et on a gagné. Donc, on a gagné une Plate. C'était super, super fun. Super week-end, belle ambiance. Vraiment, c'était vraiment génial comme fin de semaine. À refaire, évidemment. Ça, Jérémy, quand tu attends ça, tu regardes, mettons, tu es parti en équipe, où est-ce que c'est rendu aujourd'hui? Ça doit être quand même une très belle fierté. Ben c'est ça, oui, clairement, bien entendu. Moi, en fait, ce qui était la plus grosse crainte un peu de mon côté, c'est quand vient le temps de, tu montes un projet, c'est toi qui mets plein de temps dedans, tu le tiens un peu, toute l'information, puis à un moment donné, il vient le temps de trouver comme quelqu'un pour prendre la relève. C'est toujours un peu comme inquiétant. J'ai été chanceux, Axel a levé la main sans que j'avais besoin de courir partout, mais ça faisait déjà 2 ans que je cherchais quelqu'un pour reprendre les rênes puis que je continuais à le faire parce qu'il n'y avait personne qui vraiment levait la main, quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que c'est toujours une crainte un peu, ça s'est super bien passé, j'avais confiance en Axel, c'était pour ça le point. Là. La crainte, c'était pas seulement quand Axel l'a pris, mais juste est-ce que j'étais pour trouver quelqu'un qui s'impliquait, parce qu'en plus, c'est quand même. Ben, tu l'as vécu, Axel, c'est plus de job que ce qu'on s'imagine au début. C'est plus de petites tâches, de petits comme 15-20 minutes à tous les jours pour régler un petit dossier, aller s'asseoir avec Alexandre Richard, gérer ça, gérer quoi avec l'école. C'est beaucoup de micromanagement. Organiser les horaires de quand est-ce qu'on va aller faire du bénévolat comme équipe, qui va être là, tel plateau, puis au bout de la ligne, c'est toi qui comble un peu les trous. Fait c'est plein de petites choses comme ça qui sont comme hyper importantes, qui paraissent pas nécessairement dans les performances sur le terrain, mais qui paraissent beaucoup dans comment l'équipe est reconnue à travers l'école, qu'est-ce qu'on a comme support de l'école aussi après. Je suis content qu'il y ait cette ambiance ou cette ambiance d'implication-là et de don un peu de temps est restée. Parce que c'est ça, en fait, qui a fait la différence entre la réponse en 2010, on avait qui était non,
puis en 2011 qui était peut-être, puis en 2012 qui était OK, on va essayer, puis en 2015 c'est devenu oui, on vous supporte pour rentrer en RSEQ. Après ça, c'était quand même des étapes. Le soir, parce qu'on a eu le premier oui au début pour commencer à faire des petits matchs hors concours puis ressortir les vieux chandails de l'équipe, que la réponse était oui pour rentrer en Ligue universitaire. C'est des steps, si on veut, à aller franchir. C'est des choses c'est des approbations qu'on a eues une par une et qu'on a vraiment, je dirais, à certains points, comme arraché une par une à l'école parce que c'était pas quelque chose comme ça. Je les comprends en plus, je ne veux vraiment pas faire de reproches. Je comprends constamment que ça a été, à quel point ça a été le bordel théoriquement avant. Moi, j'ai juste eu des échos, mais les échos que j'ai eus, c'est des échos de comme je comprends la direction d'avoir dit non, c'est terminé. Fait que considérant qu'on est parti à moins 1000 points, ben, qu'il fallait monter tranquillement notre réputation, si on veut, auprès du corps du corps d'enseignants et de direction de l'école. Là. Donc, je suis tellement content que ça allait continuer comme ça. Plutôt, dans le fond, on en est rendu, Axel, c'est de passer les commandes à qui? Est-ce qu'il y a un nouveau président ou c'est Alexandre qui s'en occupe maintenant? Non, c'est majoritairement Alexandre qui s'en occupe. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement besoin de l'organisation qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, on avait eu président, vice-président et tutti quanti. Hein. Maintenant, je pense qu'il faut des joueurs leaders qui se mettent en avant et Nicolas Mercier il le fait beaucoup pour organiser certaines choses, mais tout ce qui est aspect financier, donc recherche de terrain, le matériel, maintenant on a de quoi mettre le matériel du Collège Notre-Dame, etc. Les sorties autobus et autres, c'est beaucoup plus simple, donc il y a beaucoup moins de choses à faire qu'on le faisait, donc il faut encore que certains joueurs s'impliquent un peu plus que la moyenne, mais par rapport à ce que toi tu faisais, qui était encore bien supérieur à ce que moi je faisais, je pense que d'avoir Alexandre Richard, il s'implique énormément avec son équipe, et ça suffit, pour moi ça suffirait pour la suite en tout cas. Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est plus comme avant qu'on a besoin mettons, rapporter un certain montant, là, si tu veux, au centre sportif. Là, il y a beaucoup plus de donateurs, il y a plus de dons. Un peu comme tu dis, Axel, là, Alex, il fait un très gros travail pour que notre expérience de rugby, ce soit une expérience un peu du style professionnel. Donc, on n'a rien d'administration à gérer. Oui, dans l'équipe, on gère nous-mêmes. Il n'y a pas juste moi derrière ça. Bénévolement, c'est toute une équipe au complet, autant le coaching staff que les joueurs. Marky fait un gros job. Lambert, Simon-Pierre, tous les gars, il y a quand même une espèce d'esprit qu'il faut tout le monde coopérer un peu à notre façon. Mais oui, c'est sûr que les choses ont beaucoup changé. Puis c'est pour le mieux, là, dans le sens qu'on peut plus se concentrer rugby comme tel. Mais c'est sûr que ça n'enlève absolument rien à tout ce que vous avez fait avant le club. Là. Puis c'est pour ça, moi, je lui lève mon chapeau. Là, honnêtement, je connais un peu ça. Là, avec le Cégep André-Laurando, moi, dans le fond, j'ai fait partie de la première année du Cégep André-Laurando. Puis c'était un peu la même chose. Nous autres aussi, l'année d'avant, là, écoute, on s'entraînait sur des terrains de baseball dans le parc en Grignon. On s'entraînait, il n'y avait pas de lumière, il faisait noir. Les coachs nous disaient « Ah, ça va être bon pour vos mains. » Ben oui, c'est sûr que c'est bon pour nos mains. Fait que, après ça, on faisait des tournées des écoles secondaires pour savoir qui avait des gymnases disponibles pour nous entraîner l'hiver parce qu'il n'y avait pas de place disponible. Fait que, oui, je comprends tout ça. Puis vraiment, moi, je vous lève mon chapeau. Là, c'est sûr que c'est quelque chose de particulier, de partir en équipe. Puis que ça continue, qu'elle reste, ça aussi, c'est un autre paire de manches. Là. Fait que, ouais, vraiment. Ah, c'est un bel accomplissement pour Ça vous. ne donne rien de monter un projet pour qu'il s'éteigne par la suite non plus. C'est pas ça le but. C'est beau amener ton projet aussi cool que tu peux l'amener. C'est la journée que tu arrêtes de t'impliquer et ça tombe comme si ça n'avait jamais existé. C'est un peu comme un échec en soi du projet parce que d'assurer la pérennité d'un projet, c'est une partie intégrante de créer un projet, point. Ouais. Ben, les gars, je pense que vous avez réussi à intupler une âme à cette équipe-là, si je peux dire. C'est la raison, entre autres, pour laquelle ça perdure et elle existe encore aujourd'hui. Ça va être, comme tu disais tantôt, de trouver les bonnes personnes qui vont prendre le flambeau dans l'avenir. Puis juste à tous ceux qui vont écouter le podcast, qui vont comprendre tout le cheminement qu'il y a eu pour en arriver à ce que c'est aujourd'hui. Et mettons le gars à qui tu veux passer le flambeau, tu t'écouteras ça, tu vas y voir notre histoire, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a bûché pour en arriver là. Puis je trouve que ça va lui donner la motivation pour continuer. Tu dis bûcher, je pense que j'avais entendu que c'est un but pour en arriver là, parce que c'est plus ça, en fait, la Ah! réalité.
Ouais, c'est un beau jeu de mots. Hein. On a bu chez qui? On a bu chez nous, on a bu chez vous, on a bu... Alright, sinon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez un mot de la fin, genre à dire? Est-ce que vous avez quelque chose, un petit mot à dire aux gens qui nous écoutent ou sinon aux futures personnes qui vont faire partie de l'équipe ou encore juste un mot de qu'est-ce que vous avez vécu? Oui, ça va bien aller. Non, moi, je souhaite juste une seule chose maintenant, c'est de voir des victoires et gagner un premier titre de champion universitaire. Là, j'ai hâte de voir ça. Je vais essayer de suivre l'équipe le plus possible dans les prochaines années, mais j'attends. Et je vais prendre la victoire un peu pour moi aussi, même si c'est pas moi qui va être sur le terrain, mais la première victoire en RSAQ, parce que je sais qu'elle va arriver. J'ai hâte de la voir. Parce qu'en ce moment, il y a juste Nicolas qui fait partie de l'équipe. Oui. Nick, il te reste quoi? Il te reste 1 an ou 2 pour mon bac, il me reste 1 an. Mais il me reste 1 an d'éligibilité avec l'équipe. OK. Fait que c'est l'année prochaine que ça se passe? Ouais, ma dernière année, oui. Ouais. Je vais me réinscrire au doctorat, fait que je vais revenir prendre ta place après. Pour vrai? Il va manquer. Ah, je paierai pour voir ça. On dirait que j'entends ma femme que j'entends me dire non, Jérémy, tu ne retournes pas à l'école. J'ai pas l'approbation. Si tu fais ça, la même année, je m'inscris à la maîtrise. Ok, d'accord. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Je pense qu'on a un deal. Le club... les gars, faites attention! Le club des has-been, c'est je suis sûr que t'es encore capable. On va prendre un petit thé avant de commencer pour se réchauffer les articulations. Quelqu'un qui a amené pour se réchauffer les articulations avant de commencer les matchs. Toi, il va falloir que tu te rachètes 10 rouleaux de tape. Ouais, ça va coûter cher. Je vais relancer l'industrie du tape sportif. Puis du deep cold, puis toutes les autres lotions chauffantes possibles et imaginables. Tu vas donner de la job aux physio en masse. Mais... les physios me connaissaient en esthétique. J'avais mon time frame pour me faire taper avant les matchs. Là. Bon, ça va être quoi aujourd'hui? Pouce droit, pouce gauche, épaule, genou, cheville. Let's go! Pour vrai, un gros merci les gars d'avoir participé au podcast. Ça fait vraiment un plaisir. Je pense que ça fait plus qu'1 heure et demie qu'on roule ça. Puis, on va sans doute faire une prise 2 un moment donné. La date, ça fonctionne super bien. Fait que je vais prendre 2 petites secondes pour dire merci aux gens à la maison d'avoir écouté le podcast. Premièrement, Piranha Podcast, un beau projet du centre sportif pour vous désennuyer pendant la pandémie, pendant le confinement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire positif, aussi à liker dans le fond de la vidéo, surtout à partager aux gens, parlez-en aux personnes alentour de vous, ça va faire plaisir, ça nous motive. Un petit projet, surtout si j'espère que vous allez écouter ça là, sans trop d'attente, parce que nous, on a parti ça sur le fly, là, entre 2 chaises, comme on dit, puis on fait vraiment ça pour le plaisir et s'amuser. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à faire ça aujourd'hui. Donc, les gars, encore une fois, un gros merci. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. On tient à l'affût pour la Coupe cette année. On va compter sur Nicolas. On va gagner ça. C'est à toi, Kev. Merci beaucoup. En espérant qu'on n'a pas dit trop de niaiseries et que Danny ne nous fera pas couper trop de bouts du podcast. Quand le podcast va durer 45 minutes, au final, on va être comme moi. OK, c'est beau, on l'a compris. Ouais, c'est ça, tu peux regarder sur on YouTube. s'est tenu, hein? On va faire les bien plus que ça. On va en faire un autre, genre 18 ans et plus. Là, je vais faire la pause. Uncensored. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, non censureux. Parce que ça me être bien. Celui-là, on va le mettre payant. Genre, pour Patreon, YouTube. Parce qu'il y a des histoires crunchantes qu'on dirait pas dans un podcast comme ça, il y en a quelques-unes, on va s'entendre. Pour vrai, genre de Mais tu sais que je vais arrêter l'enregistrement, puis tu vas rencontrer 2-3, genre c'est bon. OK? C'est bon. Merci tout le monde, fait qu'on arrête ça là, puis dommage pour vous, vous n'aurez pas les meilleures histoires en primaire. Alors, bonne journée, puis on se voit la semaine prochaine. Salut. Bye.